La femme cagoulée murmura que Lady Juliana avait été retrouvée. Un autre a insisté sur le fait qu'elle était exactement la sœur cadette de son Altesse l'archiduc, disparue depuis longtemps dans la forêt. La troisième demanda encore avec surprise, car elle était sûre d'être morte. Il lui a été conseillé de parler plus doucement et de faire attention à son langage dans tous les cas. Et la dame devait être heureuse, car elle la cherchait depuis si longtemps. Il faisait nuit morte dehors. La pleine lune se cachait timidement derrière les nuages noirs, n'apparaissant qu'occasionnellement dans toute sa splendeur. Le conducteur, vêtu de vêtements sombres et discrets, a crié aux chevaux « Prrr !» et la voiture noire s'est arrêtée en grinçant. Il y avait des pas. Un jeune homme s'est présenté, il a dit « Vous y êtes ? Donnez la main ». Une blonde était visible depuis la fenêtre de la voiture. Le gars a souri et a soutenu la personne qui descendait de la voiture. Il lui sourit joyeusement. Un homme blond, accompagné de plusieurs dizaines de filles vêtues de manière identique, est sorti pour saluer l'arrivée. Il l'a félicité pour son retour à la maison. Une jeune femme aux gros seins et aux cheveux blonds sortit de la cabine de la calèche. Son visage n'exprimait aucune émotion. C'était Dame Juliana. L'homme aux cheveux roux escorta la jeune fille jusqu'à la chambre. Il lui ouvrit la porte. Il a dit que c'était la pièce qu'elle utilisait et que tout y était resté tel quel. La jeune fille regarda la pièce avec un cœur serré, et le gars partait déjà. Il a dit qu'il se dépêcherait d'informer sa mère et de la laisser s'installer pour le moment. Le cœur de l'héroïne sortait de sa poitrine d'excitation. Elle se demandait combien de temps s'était écoulé depuis, et elle s'avouait qu'elle avait tellement envie de respirer cet air. Par la fenêtre, elle aperçut un homme grand et musclé. Quelqu'un a crié « Bianout est sorti ». Pendant ce temps, il s'habillait. La blonde fut surprise à cette vue. Elle et l'homme aux cheveux roux regardèrent l'ecclésiastique aspergé d'eau, le grand homme agenouillé. C'était Bianout Bayrenag, son frère aîné et propriétaire de ce château. La jeune fille était pendue à la fenêtre et regardait dehors. Elle pensait que même là où elle était auparavant, elle avait beaucoup entendu parler de l'archiduc Bayrenag. Pendant ce temps, les filles jetèrent des vêtements amples sur ses épaules. L'héroïne a rappelé qu'elle avait certainement déjà entendu ce nom quelque part. L'homme aux cheveux roux dit que la jeune fille semblait heureuse de revoir son frère. La blonde frémit, et elle a répondu que ce n'était pas le cas. Le gars a été surpris d'entendre cela. Il a enroulé une mèche de cheveux autour de son doigt et a dit qu'il aurait souhaité qu'elle soit la vraie Juliana. La rousse a dit que si elle essayait, son frère pourrait devenir sa force. La jeune fille a serré le bas de sa robe et a précisé dans quel sens elle devait essayer. Le gars a répondu en riant qu'elle aurait dû essayer de devenir une vraie sœur cadette. La blonde demanda timidement à quel point son Altesse avait besoin d'une fille nommée Juliana. Elle répondit amèrement qu'elle n'était pas Juliana qu'il cherchait. Elle faisait juste des courses dans un bordel. La jeune fille s'inclina en hochant la tête. Elle a insisté sur le fait qu'elle voulait seulement retourner là où elle se trouvait à l'origine. Le gars pensait qu'elle était trop honnête pour quelqu'un qui avait grandi dans un lieu public. La jeune fille éternua. La rousse réalisa à quel point ses origines étaient basses. Il lui suggéra avec un sourire de se reposer aujourd'hui. Le gars a quitté la pièce. Enfin, je lui souhaite des rêves paisibles. Le cœur de la jeune fille battait plus vite. Elle serra l'ourlet de sa robe par excès d'émotion. L'ourlet de la robe bruissait. La jeune fille s'effondra en chancelant sur le bord du lit. Elle pensait que le voyage jusqu'ici prenait beaucoup de temps et qu'elle était très fatiguée. Un peu plus tard, habillée et chaussée, elle roula sur le lit. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi dans un lit comme celui-ci. Les oiseaux volaient et gazouillaient dans le ciel du matin. La porte de la chambre de la fille grinça. Elle frémit de surprise. En ouvrant ses yeux endormis, elle se souvint qu'hier il partait en guerre. Un homme au manteau bleu était accompagné de guerriers armés. Et puis elle se souvint de l'endroit où elle avait entendu le nom de Bianout Bayrenag. Une femme était assise à une table dans le jardin et écrivait. Une fille courut vers elle. Ses yeux étaient tristes. Elle a dit quelque chose à la femme à propos de cette lettre. Mais la mère se moquait des inquiétudes de l'enfant. Elle a assuré à la petite fille qu'elle n'avait rien à craindre. La fille fit la moue. Il y avait quelque chose d'écrit sur le papier qu'elle ne comprenait pas et il y avait un cachet dessus. La femme prit la jeune fille dans ses bras. Elle a annoncé qu'elle lui dirait ce qu'est l'amour. Elle a assuré qu'il s'agissait d'un sentiment brut, comme si un feu se propageait dans la poitrine juste à cause de l'opportunité de se sentir aimée. Elle a dit qu'elle aimerait que la fille en fasse aussi l'expérience. Le bébé fit des yeux ronds surpris. La mère a dit que c'était pour cette raison que le père avait annulé ses fiançailles. La jeune fille a dit qu'elle avait peur que le feu puisse la blesser. La femme a serré sa fille dans ses bras, lui a pressé la joue et a dit que son cri-chat était si doux. C'était le seul moment heureux de sa vie. À cette époque, elle était la princesse de Crandia.
Krisha Benedict, deuxième princesse du royaume de la famille Candia. C'est son autre nom. La famille Benoît, sous laquelle régnait la paix et la tranquillité dans le royaume, fut détruite par un soulèvement inattendu. Puis, à l'âge de 9 ans, elle a heureusement réussi à survivre dans cet enfer. Cependant, sous le nouveau nom de Maria, elle dut continuer à vivre dans un autre enfer. La jeune fille regarda par la porte entr'ouverte. En hiver, elle transportait l'eau d'un vieux puits. Les mécanismes rouillés grinçaient tandis que la jeune fille remplissait les seaux d'eau. Ses mains étaient gelées, et des seaux s'échappèrent parfois de ses doigts gelés. Mais même lorsqu'elle voulait tout abandonner et abandonner, il y avait une raison qui la retenait dans ce monde. Notre héroïne a un jour entendu une conversation par hasard. Du bruit et du brouhaha général, elle a entendu quelque chose d'important. Ils ont dit qu'un aristocrate cherchait une princesse ici. Un autre des interlocuteurs a été surpris. Il croyait que s'il y avait une princesse dans ce sale trou, il serait le premier à la vendre. La dame qui servait ces hommes a demandé si elle devait se faire passer pour une princesse. L'homme jura avec colère, lui ordonnant de se taire, et brisa le verre en morceaux. La jeune fille ne comprenait pas qui la cherchait. L'homme demanda quel était le nom de ce rêveur désespéré. Son camarade lui répondit en s'éclaircissant la gorge qu'il semblait avoir été vu à la cathédrale de Berenag. Ensuite, il a vraiment eu du mal à se souvenir du nom de Johannes. Notre héroïne ne s'en souvenait pas, mais il pourrait s'agir d'un partisan de la famille Bénédicte ou d'un parent ayant survécu à la guerre. Mais ce n'était qu'une rumeur à laquelle ils se sont rapidement désintéressés et ont vite oublié. Mais pour la fille, il était devenu le seul espoir. Et c'était aussi la raison pour laquelle il avait accepté l'offre de Stéphane de partir avec lui. Les oiseaux gazouillaient joyeusement. La jeune fille, après avoir dormi, sortit du lit et se dirigea vers la fenêtre. Deux créatures jaune-vert joyeuses et lumineuses sautaient juste à côté du verre. La fille vient de remarquer à quel point c'était beau ici. À un moment donné, un insecte délicat, presque transparent, s'est posé sur son doigt. Elle considérait qu'il s'agissait d'un petit cadeau de Dieu pour son expérience de l'enfer. Et laissez-la rester ici pendant un moment. Mais je voulais le ressentir pleinement. On frappa à sa porte. Une fille entra, vêtue d'une robe sombre et d'un tablier blanc comme neige. Elle a souhaité le bonjour à la dame. La jeune fille aux cheveux roux s'est présentée sous le nom de Burling, et elle a dit qu'à partir de maintenant, elle la servirait. Elle s'inclina et assura qu'il prendrait bien soin d'elle. Bientôt, il y eut une théière et une tasse sur la table pour la dame. Les plats en porcelaine tintaient doucement. La servante commença à déshabiller la jeune fille, dénouant sa robe et la baissant. Notre héroïne était très gênée. Berlin commença à baisser ses sous-vêtements de l'épaule de la jeune fille. Mais elle frissonna et demanda à voix basse de ne pas faire cela, assurant qu'elle pourrait faire le reste elle-même. Ce qui intriguait et contrariait un peu la bonne. Après s'être assise un moment sur le bord du lit, Belin réalisa qu'elle aurait dû apporter de nouvelles robes à sa maîtresse. La seule blonde restante riait de bon cœur. Puis la jeune fille, en attendant, a décidé de faire une promenade pour se dégourdir le dos et le cou. Elle se dirigea vers la fenêtre et ouvrit une des portes. On frappa à la porte, et elle crut que c'était Belin qui était revenu. Mais ce n'est pas une femme de chambre qui est entrée. Le type aux cheveux roux entra rapidement et sourit avec contentement. Il salua Juliana. Il s'est assis près de la fenêtre et a dit qu'il faisait un temps magnifique aujourd'hui. J'ai demandé comment elle dormait. Il la complimenta en disant qu'elle était encore plus belle sous la lumière. La fille était un peu timide, et il a ajouté qu'une telle femme serait partout très appréciée. Et j'ai considéré cela comme un signe que tout s'arrangerait pour elle. Le gars a dit que grand-mère s'était réveillée et voulait la rencontrer. La fille avait chaud et rougi. Voilà Berenag. Si la mémoire de la jeune fille ne l'a pas trompée, alors qu'elle était encore princesse, elle a entendu parler d'une dame d'apparence faible et indifférente au pouvoir. Cependant, au lieu de son mari, décédé prématurément sur le champ de bataille, elle a réussi à protéger sa famille grâce à son esprit vif. Et maintenant, la blonde doutait de pouvoir la tromper avec un truc aussi bas. Mais elle a aussi compris que si elle n'y parvenait pas, cet homme ne la quitterait pas si facilement. Et maintenant, elle ne savait même plus quoi faire. La femme de chambre portait 2 valises et un coffre. Elle a crié à Miss Juliana qu'elle avait apporté ses robes. Après avoir déposé le lourd fardeau, Belin s'inclina pour saluer M. Stéphane. Elle s'approcha rapidement du coffre et, l'ouvrant, dit que le jaune irait à Juliana, levant son doigt sur le bord d'une des robes. La femme de ménage s'est excusée d'avoir fait attendre M. Stéphane pendant longtemps. Elle a rapporté qu'elle avait déjà fini de décorer Miss Juliana. Une femme blonde vêtue d'une robe jaune chic est sortie de derrière le paravent. Non, elle a nagé comme un cygne.
Elle portait des perles autour du cou et ses cheveux étaient décorés de fleurs décoratives jaunes. Le type s'est plaint qu'on faisait attendre sa grand-mère. Il m'a exhorté à aller la voir rapidement. Ils empruntèrent un long couloir. Leurs pas résonnaient bruyamment sous la haute arche. Stéphane ouvrit avec confiance l'une des pièces. La porte grinça doucement. Une fille est entrée après lui. Le type a frappé à une autre porte. Il a dit à sa grand-mère qu'il avait amené Juliana et qu'elle était déjà là. Notre héroïne pensait tristement qu'elle allait mourir, dès que la grand-mère de Juliana se rendrait compte qu'elle lui mentait. Mais elle comprit qu'elle mourrait aussi si tout ne se passait pas comme prévu, et que Stéphane se mettrait en colère. Elle pensait qu'il valait mieux qu'elle s'enfuit à ce moment-là. Après tout, il n'était désormais plus possible de s'échapper. Le gars lui a ordonné d'entrer. Le corps de notre héroïne s'est mis à trembler. Stéphane lui demanda à voix basse d'éviter toute bêtise au cas où. Il y avait un silence dans la salle. La femme était assise dans son lit avec des oreillers sous le dos. Elle était âgée, maigre et malade. La jeune fille a été frappée par son apparence, mais elle surmonta bientôt son excitation et, s'inclinant poliment, lui souhaita le bonjour. Stéphane a résumé en disant qu'il avait trouvé Juliana. La dame lui demanda brusquement où il la trouvait exactement. Il répondit cela dans une misérable cabane du duché d'Estour, près de la forêt de Bernag, où elle a disparu. La dame a demandé à nouveau. Le gars a continué en disant que la vieille femme qui vivait là-bas avait ramassé Juliana et l'avait élevée jusqu'à présent. Malheureusement, elle est décédée il y a 3 ans, et la jeune fille se retrouve désormais seule. La jeune fille pensa que c'était un mensonge flagrant. Et le lieu de rencontre, et la personne qui l'a hébergée, et l'endroit où elle vivait, tout était fiction. La dame trembla un peu. Elle serra ses vêtements avec ses doigts, cherchant un appui pour sa main osseuse. Et elle s'adressa à la jeune fille par son nom. La jeune fille entendit une voix sèche et mourante qui n'exprimait rien. Le deuil après la perte d'un être cher est le même pour tout le monde. Et cela faisait tellement perdre du poids à une femme qu'elle était plus forte que beaucoup. Notre héroïne a commencé à marmonner quelque chose. Mais Stéphane l'interrompit. Il a assuré à la femme que malheureusement la jeune fille était tombée d'une falaise et avait perdu la mémoire. Donc pour le moment, elle ne se souvenait de rien. Cependant, étant dans ses murs natales, sa mémoire lui reviendra progressivement. Et il a assuré qu'il serait là pour l'aider. La dame a demandé au gars de partir. Il frémit involontairement. Mais ensuite il s'est maîtrisé, s'est incliné devant la jeune fille et lui a demandé de parler à sa grand-mère. Quand Stéphane est parti, la femme s'est levée jusqu'au lit. Elle a demandé à la jeune femme de se rapprocher d'elle et de la regarder dans les yeux. Elle s'est rapidement approchée. Paula observa la timidité de la jeune fille. Elle a également été surprise par sa performance. Elle était surprise de constater qu'elle ressemblait beaucoup à Juliana. La fille ne comprenait pas que si elle n'était pas Juliana, comment pourrait-elle lui ressembler? Et elle a demandé ce que cela signifiait. La dame s'est assise et lui a demandé de s'approcher encore plus. La femme a demandé quel était le plat préféré de la jeune fille. La blonde hésita. Elle pensait que sa grand-mère se souvenait peut-être de la nourriture que Juliana aimait lorsqu'elle était enfant. Et elle pensait que même si la divulgation mettait sa vie en danger, elle ne voulait toujours pas la tromper en endommageant les souvenirs de sa petite fille. La fille a dit qu'elle aimait les tartes aux fruits, et elle aimait ce genre de pâtisserie depuis son enfance. Elle a décidé qu'elle ne voulait plus mentir à cette femme. Paula a demandé si la fille avait des cicatrices dont elle se souvenait. La jeune fille a nié. La dame rit de contentement. Elle a admis que tellement de temps s'était écoulé qu'elle-même ne se souvenait pas s'il y avait des cicatrices. Cela l'a même embarrassée. La vraie Juliana a disparu. Et si tel était le cas, pourquoi cette personne est-elle apparue ici? Elle se leva de table en faisant trembler la vaisselle. La blonde ne trouva rien à dire. Paula a déclaré qu'elle doutait que la fille soit sa petite fille. Cependant, j'ai pensé que ce serait bien de la surveiller, puisque c'était la volonté de Dieu. Et elle a conseillé à la fille de reprendre des forces. Pendant 1 semaine entière, notre héroïne a vécu comme enfermée, parce qu'elle avait besoin de se reposer pour retrouver sa santé globale et soigner sa peau. Un médecin est venu la voir. Après examen, il a déclaré qu'il s'agissait d'une dermatite infectieuse, et il a conseillé de passer plus de temps à l'air frais pour que cela disparaisse plus rapidement. La servante remercia le ciel, et elle a demandé si la dame irait se promener aujourd'hui. La jeune fille se soumettait à la nécessité. Bientôt, notre héroïne se promenait dans le jardin sous le soleil du jour, comme le lui avait conseillé le médecin. Elle était invariablement accompagnée d'une femme de chambre. À un moment donné, Billy a dit à la dame qu'ils étaient déjà là. Ils étaient au bord du lac Bernag. La surface de l'eau étincelait et on aurait même eu l'impression de voir un arc-en-ciel. La jeune fille descendit les marches jusqu'au rivage.
Elle se dit que si le paradis existait, ce serait ici. Un papillon noir flottait non loin d'elle. Seul un papillon aux couleurs vives peut se protéger en se faisant passer pour des fleurs et des arbres. Et la couleur noire était très visible. La jeune fille tendit le doigt et l'insecte se posa dessus. Elle pensait que cette créature lui ressemblait, et elle souhaitait que ce papillon vive plus longtemps. Elle m'a conseillé de ne pas me faire prendre et me faire manger. Mais ensuite la blonde entendit un son étrange et frissonna. L'insecte s'est immédiatement envolé. Elle a demandé à la femme de chambre ce que c'était. Elle répondit que peut-être les portes du domaine avaient été ouvertes. La blonde perdit l'équilibre et tomba à l'eau. La jeune fille s'enfonça de plus en plus profondément dans l'eau. La robe devint mouillée et la tira vers le bas, libérant des bulles d'air de ses innombrables plis. Notre héroïne ne pouvait pas atteindre le fond avec ses pieds. Elle avait froid et manquait d'air. Elle pensait déjà que ce serait vraiment la fin pour elle. La servante sur le rivage, s'éloignant de sa stupeur, se mit à crier fort, appelant quelqu'un à son secours. Un homme à cheval se précipitait depuis la porte. Il a réussi à voir des bulles dans l'eau où la jeune fille a plongé. Et il s'y est immédiatement lancé. Il y a eu une éclaboussure. Bientôt une fille complètement mouillée était assise sur le rivage. Après avoir lutté pour survivre sous l'eau, ses forces l'ont quittée. Un homme agenouillé était assis à côté d'elle. La femme de chambre s'affairait autour de la maîtresse, lui demandant si elle allait bien. La jeune fille cracha de l'eau, acquiesçant positivement en réponse. Après avoir repris son souffle, elle remercia l'homme de l'avoir sauvée. Elle tremblait de froid et de peur. Il répondit en souriant que les mots de gratitude n'en valaient pas la peine. Je pensais que l'essentiel était que la fille soit en sécurité. Il vit la question silencieuse dans les yeux du blond et s'excusa d'avoir retardé la présentation. Il posa la main sur sa poitrine et dit qu'il était le premier commandant du détachement de Saint-Johannes. Et il s'appelait Quentin. La blonde profita de l'aide de la servante. Et un homme monté sur un cheval s'approcha d'eux en armure et avec des traces de sang sur le visage et sur les vêtements. La jeune fille sentit le sang de loin. Le chevalier qui l'avait sauvée se redressa de toute sa hauteur à la vue du général. La servante se cachait timidement derrière sa maîtresse. La jeune fille a demandé pardon pour la gêne occasionnée et a demandé la permission de prendre congé. L'homme a demandé le nom. La jeune fille frémit de partout. Il a répété sa question. Elle a répondu « Juliana ». Le chevalier lui jeta un regard de côté. Il fut surpris par l'apparition de sa sœur cadette, disparue dans son enfance. Même sur le champ de bataille, les rumeurs de son retour se répandent. L'homme a retiré le gant de sa main avec ses dents. Il attrapa le visage de la blonde et la regarda dans les yeux. Elle hoqueta involontairement de peur. L'homme avait des cils noirs et de grands yeux en amande. Son regard était fatigué et perçant. Selon Stéphane, la jeune fille aurait dû connaître son frère à l'avance. Bjanoud Berenag possédait un pouvoir énorme et une autorité irréprochable. Cependant, il servait Dieu et était fidèle au temple, et gardait donc les beautés à distance. Et cet homme aussi a tué au nom de Dieu et sentait le sang. Et même si la moitié de son visage était couverte de sang, il était beau. Il s'adressa à la jeune fille par son nom. Elle recula, mais elle s'avouait qu'elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Ce même papillon noir est arrivé, et a commencé à tourner et à volter autour de la tête de cet homme ensanglanté. Notre héroïne agrippa l'ourlet de sa robe. Elle ne comprenait pas pourquoi son cœur lui faisait autant mal et battait autant. L'homme au manteau bleu a ordonné de revenir, et lui-même fut le premier à monter sur son cheval et à partir au galop. La jeune fille elle-même n'a pas compris comment elle a succombé un instant à de vaines attentes. Avec une personne aussi cruelle et forte, elle pourrait acquérir une force qui l'aiderait à se venger de la famille Tarilouchi, qui l'a privée de tout, et elle se sentit à nouveau mal. 2 autres servantes accoururent et commencèrent à s'agiter, lui demandant comment elle se sentait. Elle leur a assuré que tout allait bien, et elle annonça son envie de regagner sa chambre. Bientôt, la jeune fille partait déjà par l'allée du jardin, conduite dans la maison par des servantes attentionnées. Le chevalier ne savait pas si cela valait la peine d'en parler, mais il considérait la jeune fille vraiment belle, et il était sûr qu'elle serait bientôt inondée de demandes en mariage. Il a dit que ses yeux étaient rouges. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi il parlait de ses yeux, et elle a prudemment suggéré que la vraie Juliana aurait pu avoir une couleur d'yeux différente. Mais l'homme a dit que ses yeux étaient tout simplement charmants et qu'il souriait de contentement. La fille était sur le lit. La servante fut surprise que la maîtresse prenne un bain seule. Elle a dit qu'aujourd'hui était une journée difficile et que son aide serait utile. Mais la blonde la remercia et lui dit qu'elle avait l'habitude de prendre un bain elle-même, que c'était plus pratique pour elle. La femme de chambre a demandé si la dame savait que M. Stéphane viendrait aujourd'hui. Elle a dit qu'il semblait y avoir des problèmes chez sa marquise.
Mais il devait bientôt revenir, et il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle a fait allusion à la nécessité pour la dame de prendre une décision avant d'arriver. Notre héroïne a décidé qu'elle devait alors s'habiller rapidement. Il reviendra certainement bientôt, stimulé par la nouvelle du retour de l'archiduc Berenag pour protéger la fausse Juliana. Bientôt, la blonde était vêtue d'une robe rouge chic et attendait assise sur une luxueuse chaise moelleuse. La porte s'ouvrit. Le type aux cheveux roux accueillit joyeusement Juliana depuis la porte. La servante a félicité le marquis Stéphane pour son retour réussi et rapide, lui faisant une gracieuse révérence. Il demanda à la servante de les laisser tranquilles, la suivant des yeux vers la porte. Il y eut un silence. Le gars a regardé la fille, ce qui l'a beaucoup embarrassée. Finalement, il rompit le silence en disant qu'elle était devenue plus jolie. Elle a répondu que cet endroit était meilleur que celui où elle était auparavant. Il a répondu que cela lui plaisait sans aucun doute. La blonde a dit qu'elle avait rencontré son Altesse. Le gars a souri et a dit qu'il avait déjà entendu cette nouvelle. La jeune fille a tristement rapporté qu'il lui semblait qu'il n'était pas particulièrement heureux de la voir. Il a insisté sur le fait que les chiens se méfient toujours des étrangers, et son Altesse Bianut était le plus féroce des chiens. Notre héroïne ne comprenait pas comment le marquis Stéphane pouvait parler ainsi de l'archiduc Berenag. Elle rapporta timidement qu'il faisait attention à la couleur de ses yeux. Et je me demandais de quelle couleur étaient les yeux de Juliana. L'homme aux cheveux roux plissa les yeux et regarda la jeune fille. Elle tremblait de partout à cause de son regard. Stéphane dit doucement que dans le noir, ses yeux lui semblaient alors bruns. Lui-même était perdu. Il se gratta l'arrière de la tête en réfléchissant. Mais ensuite il a dit que ce n'était pas effrayant, et il a promis à la fille que tout irait bien. Il se disait, comme pour lui-même, que lorsque Bianut avait 3 ans, il avait grandi sous l'aile d'un archevêque d'un autre quartier. Ensuite, le frère n'était pas si proche de Juliana. Après tout, pour lui, Stéphane, elle était comme une sœur. Il a dit qu'il ne douterait pas d'elle s'il se portait garant d'elle. Mais il a également conseillé à la jeune fille d'éviter Bianut. Elle ne comprenait pas à quel point il était réaliste d'éviter le propriétaire de cet endroit. Après tout, l'archiduc, dans son propre pays, n'était autre que le roi. La jeune fille baissa les yeux vers le sol et dit que peu importe ce qu'elle voulait, elle ne pouvait pas éviter son Altesse. Stéphane a dit, les mains jointes, qu'elle ne pouvait pas non plus l'éviter. Notre héroïne n'a rien trouvé à lui dire. Elle savait que Stéphane avait raison. Et si elle abandonnait finalement l'idée, il pourrait à tout moment la tuer dans un accès de rage. Elle comprit que pour les aristocrates, il était dans l'ordre des choses de tuer une servante qui renversait du thé sur la robe préférée de sa maîtresse. Et donc, au contraire, elle devrait être reconnaissante que Stéphane se soit comporté avec dignité jusqu'à présent. Le type ouvrit le médaillon et le regarda attentivement. Le gars a dit qu'il l'avait déjà présenté à sa mère et qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour eux. Que désormais elle s'appelait Juliana, qu'elle vivait avec une vieille femme dans une cabane au milieu de la forêt d'Ortus. Il a dit qu'il aimerait que ma mère aille mieux. Après tout, pour lui, c'était avant tout. Le gars a dit qu'après la disparition de Juliana, elle ne quittait pas ses appartements et sautait souvent des repas. Et comme elle était déjà à un âge avancé, sa mort n'était qu'une question de temps. Cependant, selon lui, avec l'apparition de la jeune fille, elle a commencé à manger et à boire petit à petit. Et il a annoncé ce qu'il ferait d'elle. Il lui a demandé de prouver qu'elle était la vraie Juliana. Et puis il lui trouverait un partenaire convenable et la marierait avec succès. Notre héroïne ferma les yeux et réfléchit. Quoi qu'il en soit, tromper les autres n'était pas toujours une mauvaise chose. Mais elle a compris que si la vérité était révélée, la situation ne ferait qu'empirer. La fille a dit à Stéphane qu'elle n'était pas sûre de cette idée. Il a précisé qu'elle avait dit quelque chose à propos du sanctuaire de Berenag, et il a promis que si elle se comportait correctement, il l'y emmènerait. La blonde cria furieusement qu'il devrait l'y emmener en premier. La rousse trouva drôle son explosion d'émotion. On frappa à leur porte. Tous deux tressaillirent au son, se demanda la jeune fille. La porte s'ouvrit et la servante Belin apparut dans l'embrasure de la porte. Elle s'est excusée de les avoir interrompus, et elle informa la mademoiselle que la dame voulait la voir. Stéphane a dit à la fille d'y aller vite. En guise d'adieu, il lui dit, en la poussant, que si elle jouait mal son rôle, tout finirait pour elle et pour lui. Notre héroïne marchait dans le couloir, accompagnée d'une servante en claquant doucement des talons. Ce qui la dérangeait, c'était la façon dont sa grand-mère la regardait la dernière fois. Et il lui semblait qu'elle ne croyait pas au retour de sa petite fille. Belin salua la dame, disant qu'elle lui avait apporté la mademoiselle comme elle l'avait ordonné. Et la blonde n'était toujours pas sûre d'être prête pour un nouveau rendez-vous. La dame âgée portait une robe verte chic. Elle m'a permis d'entrer en elle.
Elle a dit que c'était juste l'heure du thé, et elle m'a demandé d'apporter une tarte aux fruits pour le dessert. Bientôt, avec l'aide du serviteur, il y eut des ustensiles pour boire du thé sur la petite table à thé. La porcelaine blanche tintait doucement. Un corbeau volait par la fenêtre. À travers les fenêtres fermées à barreaux, la jeune fille vit plusieurs plumes tomber de lui. La dame sirotait une boisson chaude dans une tasse. Elle a dit qu'elle était au lit depuis 5 ans. Mais l'autre jour, elle a eu une envie inattendue de sortir. Elle a dit qu'à en juger par le visage de la jeune fille, elle comprenait de quoi parlait la conversation. Après tout, la vie dans une cabane forestière n'était pas facile. Et en souriant, elle lui demanda si elle avait déjà rencontré Bianout. La jeune fille a confirmé sa rencontre avec son frère. La dame demande à la jeune femme si son frère la reconnaît. Elle a répondu brièvement « non », et elle pensait qu'il ne la reconnaissait pas vraiment, mais semblait soupçonner quelque chose à cause de la couleur de ses yeux. La jeune fille a déclaré qu'en raison du manque de souvenirs, elle ne l'avait pas non plus salué correctement. Fola secoua la tête en soupirant. Elle a dit qu'un petit banquet aurait lieu ce soir en l'honneur du retour indemne de son Altesse l'Archiduc. Elle a dit que, bien entendu, des proches de leur famille étaient invités. En souriant, elle annonça que le duc d'Orture et son épouse, le marquis de Vaillant et son épouse, ainsi que d'autres invités, seraient là. La dame a assuré que Juliana devrait également féliciter son frère pour son retour. La blonde répondit tristement « Oui, grand-mère ». Le soir, déjà sombre, les voitures des nobles parents arrivèrent au palais. Notre héroïne était assise déjà vêtue d'une élégante robe dans les tons jaunes. Belin a poudré et rougi la jeune fille. Elle a assuré à la dame qu'elle était très belle et que les invités d'aujourd'hui seraient tout simplement enchantés par elle. La femme de chambre tenait une boîte de produits cosmétiques à la main. Ses mains tremblaient. Elle admirait la peau de la jeune fille. Elle était si lisse et brillante. La jeune fille se tourna vers Belin. Elle frémit, et en bégayant, elle demanda à la dame de se regarder dans le miroir. Notre héroïne a regardé son reflet. Elle rougit partout, et elle dit à la servante qu'elle avait tout simplement des mains en or. La servante ne comprenait pas pourquoi les mains de la jeune fille commençaient à trembler. Belin a assuré à la jeune fille qu'elle était tout simplement charmante, qu'elle ait les cheveux et la peau si clairs que même de loin, son visage brillera de beauté. La servante a dit que jusqu'à présent, seule son Altesse brillait. La jeune fille fut surprise. On frappa à la porte. La blonde m'a permis d'entrer. La femme entra et souhaita bonsoir à Miss Juliana. Les deux filles furent surprises. La femme qui entra, souriante, dit que c'était leur première rencontre. Elle s'est présentée sous le nom de Laurel, insistant sur le fait qu'elle était la femme de chambre en chef. Elle l'a complimentée, assurant que Miss est encore plus belle qu'on dit d'elle. La blonde était gênée par ses éloges. Laurel, continuant de sourire, assura que la maîtresse serait certainement contente. Elle dit que le banquet allait bientôt commencer, et elle vint l'accompagner. Elle m'a appelée pour la suivre. Dans l'immense salle, 2 longues tables se dressaient contre les murs. Les gens discutaient et riaient joyeusement. Les domestiques étaient prêts. La porte grinça et une superbe blonde vêtue d'une robe luxueuse mais au visage triste apparut sur le seuil. Son cœur accéléra son rythme. Tous les regards étaient tournés vers elle. Notre héroïne a même chancelé, mais s'est maîtrisée. La sueur commença à couler d'elle à cause de la tension nerveuse. Elle fit une profonde révérence en guise de salutation. Je me dis que je devrais plutôt m'asseoir dans un coin. L'Archerzog occupait la place d'honneur en tant qu'hôte du banquet. Il posa sa tête sur son poing. Son cœur aussi trembla soudainement pour quelque chose. La jeune fille, chancelante, se dit qu'il fallait qu'elle s'en aille et qu'elle n'attire pas beaucoup l'attention sur elle. Et elle ne comprenait pas pourquoi il la regardait si attentivement. Elle supposait que l'homme cherchait d'autres différences avec Juliana, dont il se souvenait au moins d'une manière ou d'une autre de son enfance. Soudain, l'archiduc s'adressa à Juliana par son nom. Elle a répondu à l'appel de son frère. Son cœur fit un saut périlleux et tout son corps trembla. Et elle ne se demandait pas pourquoi il l'appelait. L'homme pointa impérieusement et sans équivoque du doigt un endroit sur la chaise. Il lui a demandé de s'asseoir à la table à côté de lui, à sa gauche. Bientôt, la blonde prit timidement place à côté de l'archiduc. Peu de temps après, Madame Paula arriva dans la salle de banquet. Elle portait une robe noire et rouge, et sa tête blonde était ornée d'un petit chapeau. Les invités commencèrent à saluer Madame un à un. Elle a assuré qu'ils étaient vraiment impatients de la rencontrer. Ils ont exprimé leur joie à son arrivée. La dame, souriante, leur fit un signe de la main avec autorité en signe d'acceptation de leur salutation. Paula a annoncé le début de la réception. Les invités ont applaudi à l'unisson. Notre héroïne essayait de contenir son excitation et ses soupirs convulsifs involontaires. Elle essayait de ne pas prêter attention à Bianout,
qui était assise à côté d'elle. Tat, à son tour, ne lui imposait pas particulièrement sa compagnie. Paula se tourna vers son Altesse avec un sourire. Elle leva son verre vers lui en lui faisant un clin d'œil sournois, disant que son retour sain et sauf était le bonheur pour tout le monde. La femme a suggéré qu'on dise à Bianita de porter un toast à tous ceux qui venaient ici pour lui. Il accepta et se leva lourdement, faisant trembler sa chaise. L'archiduc a déclaré qu'il était heureux de voir tout le monde aujourd'hui. Et il a exprimé l'espoir de revoir tout le monde en bonne santé lors du prochain banquet. Les hommes ont bu jusqu'à la lie, et les dames ont ri et applaudi pour soutenir le toast. Il les a remerciés d'être venus et a annoncé qu'il était temps de distribuer des cadeaux. Stéphane but également une gorgée de son verre de vin. Un panier avec quelques chiots était posé sur le tapis. On raconte que ces chiots sont entrés dans le palais royal il y a quelques jours, qu'il s'agit d'une race très rare et qu'il n'y en a presque pas à l'étranger. Ils étaient considérés comme d'excellents compagnons, et leur température corporelle élevée permettait de les utiliser pour se réchauffer les mains par temps froid. La fille les trouvait merveilleux. Auparavant, elle n'en avait vu que des enchâsses. L'archiduc se demandait quoi faire de ce cadeau. Tout le monde attendait sa parole décisive. Il fouilla dans le panier et prit l'un des morceaux blancs. La blonde attendait ses actions avec appréhension. Bianout s'est approché d'elle et lui a tendu un chiot blanc comme neige. La jeune fille le regarda avec de grands yeux surpris. L'archiduc a dit que cet animal lui allait bien. La jeune fille, bégayant un peu, le remercia pour le cadeau et le compliment, serrant le chiot contre sa poitrine. Paula, souriant sournoisement, a convenu avec son Altesse que la jeune fille et le chien blanc comme neige allaient bien ensemble. Barnett a dit à Miss que c'était vrai, que ce chiot lui convenait. Je lui ai demandé d'accepter les félicitations. La blonde était assise avec un animal blanc comme neige dans ses bras. Belin a poussé des cris de joie alors qu'elle s'affairait autour d'elle et a qualifié le chiot de mignon. La jeune fille sentit la chaleur du petit corps moelleux. La femme de chambre se sentait mal à l'aise. Mais j'ai finalement décidé de demander si la dame avait déjà trouvé un nom pour le chiot. L'animal gémit doucement. La blonde comprit que ce chiot était un cadeau pour la vraie Juliana. Elle se demanda si elle pouvait vraiment lui donner un nom. Puis elle chassa ses pensées d'elle-même. Cela dit, tout cela n'a aucun sens, et elle n'était pas en mesure de vivre une chose pareille. Après tout, elle ne savait même pas combien de temps elle resterait dans ce château, et elle a commencé à réfléchir à comment l'appeler. Elle le souleva sous ses pattes et commença à l'observer attentivement, à l'examiner. L'animal glapit. La jeune fille relâcha la servante. Elle a dit qu'il était temps de dormir et qu'elle pouvait aussi aller se reposer. Elle s'inclina en souhaitant une bonne nuit. Bientôt, la porte claqua derrière elle, et notre héroïne est allée s'asseoir sur le rebord de la fenêtre, regardant le paysage nocturne. La rafale de vent nocturne lui a soufflé les cheveux. À ce moment-là, elle avait une envie insupportable de chanter. Elle ferma les yeux et commença. La nuit, quand même, les oiseaux dorment. Plante une graine dans le berceau et laisse-la fleurir dans une douce louange. Après avoir fait le tour de la lune, vous trouverez la paix éternelle. Elle a chanté cette berceuse lorsqu'elle a été enfermée dans la tour après la mutinerie, pour le père et ses soldats décédés à cause de la trahison de la famille Tarilucci. Mais ensuite, elle a vu une silhouette masculine en bas, dans le jardin, sous les fenêtres. Et en regardant de plus près, j'ai reconnu Beanuta avec elle. Son rythme cardiaque s'accéléra immédiatement. La jeune fille a glissé du rebord de la fenêtre jusqu'au sol, dans l'espoir de ne pas être remarquée à la fenêtre. Elle se couvrit la bouche avec sa main, ne sachant pas depuis combien de temps elle était observée d'en bas depuis la cour. Elle se demanda s'il l'avait entendue chanter, et elle était gênée de l'avoir trop dérangée. Elle commença à regarder attentivement par la fenêtre. L'homme en bas restait debout. Notre héroïne a glissé au sol et s'est plaquée contre le mur. Elle se demandait pourquoi il était là maintenant. La jeune fille était assise, cachée dans la pièce, et l'archiduc se tenait la tête levée et regardait par la fenêtre. La blonde tremblait. Elle entendit des pas devant sa fenêtre. Lorsque les bruits extérieurs cessèrent, elle pensa que l'homme était déjà parti et soupira de soulagement. La fille s'est couchée. Dans son sommeil, elle se tordait et marmonnait quelque chose doucement, jouant avec le bord de la couverture. Elle rêvait d'être une petite fille assise dans une tour. Puis elle a prié, demandant que les troupes du pape puissent gagner. Il n'y avait que des murs nus autour d'elle, mais soudain, sa peau a commencé à changer de couleur. La jeune fille regarda sa jambe. Elle se dit qu'il était de nouveau là. Ce louveteau arrivait toujours à l'aube. La jeune fille s'assit et commença à chanter une chanson. C'était comme si la mélodie sortait directement de son cœur. L'animal la regardait avec des yeux bleus. Et puis, il s'est transformé en un magnifique garçon aux yeux bleus.
Le matin est déjà arrivé sur le château. Les oiseaux gazouillaient joyeusement, accueillant le nouveau jour. Pendant ce temps, la servante aida à enfiler la robe de la jeune fille. Elle était juste en train de le lasser à l'arrière. L'agitation de l'ourlet a attiré le chiot et il a joyeusement attaqué et aboyé à son ourlet bruissant. Les deux filles admiraient le mignon animal. La femme de chambre a demandé à Miss comment il pouvait s'appeler. Le petit animal blanc et très pelucheux était tout simplement adorable, et ses yeux noirs ressemblaient à des boutons, et cela le faisait presque ressembler à un jouet. Tout comme hier, la jeune fille n'a pas voulu donner de nom à l'animal, et pourtant il fallait lui donner un nom pour lui apprendre à réagir dans la durée. Le bébé était assis dans ses bras. « Tia » dit-elle au chiot. Le domestique demanda à nouveau, et la jeune fille lui a expliqué qu'en traduction ce nom signifiait « doux et fragile », car elle était encore un petit chiot. Verlin dit tranquillement à Miss qu'elle avait beaucoup changé. Elle voyait comment elle devenait plus détendue et souriait parfois même. La blonde caressait le dos du chiot. Elle demanda de quoi parlait la servante, ne comprenant pas à quoi elle faisait allusion. Verlin lui a demandé pardon pour ses mauvaises manières, regrettant de s'être permis de dire une bêtise. Elle se pencha pour ramasser un arc tombé sur le sol. La maîtresse vit ce mouvement maladroit de la servante, et son cœur se mit à battre plus vite. Verlin lui a dit que la servante en chef viendrait bientôt, et elle assurait que depuis Juliana allait progressivement mieux. Alors madame demanda à lui montrer officiellement tout le château. Bientôt la porte grinça et Laurel apparut sur le seuil. Elle a souri et a exprimé l'espoir que la dame ait bien dormi. Elle m'a assuré qu'aujourd'hui elle était tout aussi belle. La jeune fille a souhaité bonjour à la femme de chambre. Elle a dit qu'aujourd'hui elle lui montrerait le château. Et à partir de demain, l'enseignement à domicile va commencer pour elle. Lauréat a annoncé que la jeune fille étudierait la culture, l'étiquette, les cours de religion et bien plus encore. Elle était sûre qu'elle aimerait certainement tout cela, et elle a proposé de commencer. Sous la voûte du château, on entendait le claquement des talons des femmes. Notre héroïne, accompagnée de la servante en chef, monta les marches. Les ourlets des robes traînaient sur le tapis bleu. Laurel conduisit la maîtresse vers l'un des tableaux accrochés au mur. Il a rapporté qu'il s'agissait de l'ancien archiduc, Waldemar Berenag. L'homme sur l'image était beau et arrogant. La femme de chambre a continué à faire la tournée. Elle a dit qu'il y avait un portrait de l'archiduc actuel accroché à proximité. La blonde regarda avec intérêt les images encadrées des personnes, y trouvant des similitudes. Laurel a déclaré qu'il y avait des bustes de la famille Berenag au premier étage de la dépendance, et la place à côté de son Altesse est désormais libre. Mais bientôt elle sera occupée par une statue de Juliana elle-même. La femme de chambre a rapporté que le deuxième étage était utilisé par son Altesse, et la pièce du fond elle-même, juste le long du couloir, était ses appartements personnels. Et juste à côté d'eux se trouvait un entrepôt. Elle a rapporté que son Altesse possédait une collection. La blonde pensa que pour une raison quelconque, en regardant cet homme, il lui semblait qu'il ne pouvait ramasser que des têtes d'animaux ou même de personnes. Mais soudain, elle suggéra que l'archiduc pourrait bien y avoir des statues de saints. Laurel a rapporté que son Altesse s'occupait personnellement de sa collection, car personne n'était autorisé à entrer dans l'entrepôt. Même elle-même n'y était jamais allée. La blonde fut très surprise. Mais ce que la servante a dit en riant, c'est qu'il n'était même pas facile pour des gens simples comme elle de voir son Altesse. En 20 ans de travail, elle n'avait jamais entendu sa voix. La gouvernante principale a déclaré que son Altesse s'intéressait à la peinture. Et elle a vu un jour comment les serviteurs de son Altesse mélangèrent des peintures et fabriquèrent des pinceaux. Pensa notre héroïne. Elle pensait que l'archiduc peignait des tableaux avec un si grand corps. Je ne pensais pas du tout que cela convenait. Laurel a dit à Miss qu'elle avait fait du bon travail aujourd'hui. Elle m'a demandé si elle aimait la visite du château. Lorsque la jeune fille ouvrit la porte avec un grincement, ils virent M. Stéphane assis sur le canapé. Il avait un chiot dans les bras. Il a bien joué avec lui. Notre héroïne frémit de partout. Le gaz a qualifié le chiot de mignon et a demandé si la fille lui avait déjà trouvé un nom. Laurel s'inclina et demanda la permission de partir. Le gars acquiesça silencieusement en réponse. Bientôt, elle s'éloigna, ses talons claquant. La blonde a répondu qu'elle avait nommé le chiot Tia. Stéphane s'est frotté le nez contre celui du chien et lui a dit d'une petite voix « Salut, Tia ». Il a dit à Tia que quelque chose de terrible s'était produit. Ce Bianut soupçonnait sa petite sœur et envoyait des gens vérifier. Le gars a doucement gratté la tête du chiot et s'est assis dans une position détendue. Stéphane a dit qu'il cherchait le cocher qui l'avait aidé ce jour-là, et la femme qui a trouvé son nom a été retrouvée assassinée. Il lui a demandé ce qu'elle en pensait. La jeune fille était sous le choc de cette nouvelle,
et du sang-froid de Stéphane avec lequel il parlait comme d'un événement ordinaire. Elle s'accrochait au rideau, tremblante, et elle lui a demandé s'il lui disait la vérité. Le gars s'est levé et s'est approché de la fille. Il posa sa main sur son épaule. En la regardant dans les yeux, il a dit qu'elle était belle, et il a assuré que n'importe quel homme le penserait. Mais il pensait que cela ne suffisait pas pour charmer Bianout. La jeune fille a déclaré qu'elle se souvenait de son verdict selon lequel elle n'avait pas de telle capacité. Le gars a dit qu'il ne pouvait être attiré que par un saint des Saintes Écritures. Et il pensait que s'il en doutait, ce n'était qu'une question de temps avant que cela soit découvert. La blonde déglutit nerveusement, et Stéphane lui montra le geste qui lui coupait la gorge. La jeune fille s'agenouilla et respira rapidement. Il a dit que plutôt que de l'attraper comme ça, elle lui avait demandé de mieux la ramener là où elle était avant. Mais le gars lui a assuré que même s'il la laissait partir, il devrait la retrouver et la tuer. Il supposait qu'il la déchirerait peut-être vivante et la jetterait aux bêtes. À ces mots, le gars était absolument calme et souriait même. La jeune fille était surprise de voir comment il était possible de dire des mots aussi terribles, de dessiner des images aussi terribles et en même temps de sourire sereinement. Elle réalisa qu'il avait confiance en lui. Après tout, en cas d'échec, toutes les accusations retomberont sur la fausse Juliana et il sera innocent de ce qui s'est passé. Stéphane a cependant déclaré qu'il y avait de bonnes nouvelles. À ces mots, l'espoir s'éclaira dans les yeux de la jeune fille. Le gars a rapporté que le cocher qui l'avait amené ici du bordel avait fait un voyage très très loin à travers la mer. Et il lui rappela ce qu'il avait dit auparavant, qu'elle ne pouvait que bien jouer son rôle et prier pour la santé de sa grand-mère. Le gars lui tourna le dos et marcha activement dans la pièce. Il a dit que la santé de Madame Paula était importante pour Bianout. Il disait que la politique et la guerre étaient le lot des hommes. Cependant, cette maison était importante et avait besoin d'une maîtresse avisée. Après tout, personne ne voulait qu'une femme aussi capable mette fin à ses jours de cette façon. Elle a vu clair dans la lutte des épouses pour maintenir le pouvoir du clan. Et il y avait là un grain sonore. La fille marmonna et demanda à Stéphane ce qu'il lui suggérait de faire. Après une pause significative, il se retourna et se dirigea droit vers elle. Il la serra, lui prit le menton et la regarda longuement dans les yeux. Il lui a demandé si elle était prête à essayer. Le blond se détourna silencieusement de lui. Il a dit qu'il n'était pas nécessaire de répondre. Stéphane lui tournait le dos et regardait maintenant par la fenêtre. Il a dit que si elle trouvait cela étrange et décidait de s'enfuir, elle perdrait probablement la tête. Elle a également rappelé que cela pouvait également affecter les prostituées avec lesquelles elle vivait. Le coucher du soleil approchait, peignant le ciel de couleurs chaudes. Les silhouettes des arbres commencèrent à devenir noires. Des corbeaux ont volé par la fenêtre, émettant un quart caractéristique. Et notre héroïne était assise par terre, la tête appuyée sur le bord du lit. Elle a pleuré et s'est dit qu'elle n'en pouvait plus. Les larmes coulaient de manière incontrôlable sur ses joues à grosses gouttes et elle sanglotait convulsivement. Plus tard, la jeune fille s'assit au bord du lit. À proximité sur la couverture, le chiot Tia dormait profondément, les pattes tendues. Les mouvements maladroits ont réveillé l'animal. Et il s'est immédiatement levé et s'est mis à aboyer et à gémir. La blonde prit le chiot dans ses bras et commença à le caresser. Elle m'a demandé si elle voulait faire une petite promenade dans le jardin. Et il compta un autre « Tiaf pour oui ». Elle se mit bientôt à courir, se précipitant dans le couloir du château, serrant fermement l'animal contre sa poitrine. Elle se demandait pourquoi l'archiduc avait soudainement décidé de lui donner Tia. Cela ne semblait pas être un caprice soudain, car il n'était pas de ceux qui cédaient si facilement aux caprices. Déjà sortie dans la rue, la jeune fille descendit les marches avec le chiot dans les bras jusqu'au jardin. Elle réfléchit au genre de personne qu'était l'archiduc. L'animal sauta adroitement des bras de la maîtresse au sol et aboya joyeusement. La fille frissonna et se précipita après le chiot. Mais elle l'a appelé bruyamment, mais sa queue duveteuse a rapidement disparu dans les buissons voisins, bruissant les feuilles. La jeune fille a donné l'ordre « Viens à moi », mais Tia n'est pas apparue sous nos yeux. Le propriétaire du chiot a regardé autour de lui dans l'espoir que l'animal était sur le point d'apparaître. La blonde était bouleversée et se demandait ce qu'elle devait faire. Après tout, il pourrait bientôt faire complètement noir et elle perdrait sa Tia ici. Soudain, elle entendit un bruissement et se redressa avec l'espoir que c'était son chiot. Et elle commença à regarder encore plus attentivement dans la direction où le bruissement se faisait entendre. L'archiduc était assis sur un banc sculpté. Il croisa les jambes, lisant avec enthousiasme un livre à couverture rouge. En voyant la jeune fille, le serviteur de l'archiduc la salua, surpris par son apparition soudaine et s'inclinant légèrement devant elle. Et elle avait l'air complètement confuse. Le gars était content qu'elle soit aussi allée se promener.
et dans ses mains, il tenait un chiot blanc. La jeune fille s'est précipitée vers lui pour récupérer l'animal. Le domestique a insisté sur le fait que le chiot était apparu de nulle part. Il a fait asseoir Tia sur le chemin et l'a invitée à se rendre chez son propriétaire. La jeune fille fit une gracieuse révérence en s'inclinant. Elle a demandé pardon à l'archiduc pour avoir osé gêner son repos. Bénut restait silencieux. La blonde marmonna tristement que c'était ennuyeux de s'asseoir dans la pièce. Le chiot tira sur la botte de l'archiduc. Il y eut le bruit d'un fermoir qui claqua. Bianut claqua le livre qu'il venait de lire avec enthousiasme. Il a brièvement dit « Bonjour ». La blonde tressaillit de surprise. Elle lui répondit « Bonjour, mon frère ». C'était la première fois que l'archiduc s'adressait à une jeune fille de manière aussi informelle. Et Stéphane lui dit que Bianut doutait d'elle. Le vent soufflait dans ses cheveux et dans le bas de sa robe. Il a vu des ulcères ouverts et non cicatrisants sur la peau de ses jambes, et il lui a demandé de se rapprocher. La jeune fille reculait devant le froid. Elle commença à jouer nerveusement avec ses mains. L'archiduc lui fit signe de s'asseoir à côté d'elle sur le banc. Elle s'assit tranquillement et docilement. Béanut rouvrit le livre et continua de le lire dans un silence complet. La servante aux cheveux roux a dit à Miss qu'il faisait assez frais dehors le soir, et il lui a demandé si elle avait froid. Elle se rendit compte qu'il faisait vraiment froid, mais elle se sent bien avec le chiot offert par son Altesse. Pendant ce temps, l'animal aboyait avec ferveur contre le papillon insouciant. Le gaz a remarqué que la jeune fille ne pouvait pas non plus quitter le papillon des yeux la dernière fois, et il était surpris qu'elle les aime autant. Elle s'est souvenue de l'incident survenu sur le lac et lui a brièvement répondu « Oui, cela ne l'étonnait pas. Après tout, la jeune fille était la sœur de l'archiduc, et son Altesse aimait aussi les papillons. » Le regard de la jeune fille glissa sur la silhouette de Bénut, déjà plongée dans un livre. Un papillon était assis sur son épaule, et un autre flottait à proximité. Puis elle se dit que puisque l'archiduc aimait les petites créatures comme les papillons, alors peut-être qu'il était plus humain qu'elle ne le pensait au départ. Et soudain, il l'attrapa par le visage. La jeune fille supposa avec horreur qu'il voulait vérifier la couleur de ses yeux de cette façon. À ce moment-là, elle avait envie de s'enfuir, même s'il fallait qu'elle se libère. Mais je ne savais pas ce qui se passerait si elle décollait soudainement. Elle pensait que ce serait bien si elle avait des yeux de la couleur de Juliana. Pendant ce temps, l'archiduc regardait attentivement son visage. Lorsqu'il lui lâcha le menton, il dit que ses yeux étaient d'une très belle couleur. Le domestique assura en riant qu'il le pensait aussi, que ses yeux étaient beaux comme des pierres précieuses. Béanu a soutenu la remarque, et il a dit que c'était tellement vrai qu'il voulait juste les collectionner. Mais son sourire donna la chair de poule à la jeune fille. La jeune femme effrayée présenta le coffret de bijoux de l'archiduc, et au milieu d'un parsèmement de pierres et de perles, 2 yeux humains. Ce fantasme lui faisait encore plus peur. Elle avala avec difficulté la boule qui s'était formée dans sa gorge. Mais Béanut s'en était déjà désintéressé et continuait à passer du temps à lire le livre. Sans quitter les pages des yeux, il a dit qu'il l'avait entendu chanter une chanson hier. La blonde fut mentalement surprise d'entendre la berceuse de Grandiane qu'elle avait chantée hier. Sur le chemin, un chiot aboyait joyeusement. Et puis il s'est mis à courir pour rattraper le papillon. Les aboiements du chiot ont fait fuir l'insecte fragile, et il s'envola rapidement vers les fleurs de coton qui poussaient à proximité. La jeune fille a dit qu'il était temps pour elle et Tia de rentrer, et elle a demandé pardon à son Altesse pour la gêne occasionnée. La blonde prit adroitement le chiot agité dans ses bras et s'éloigna du jardin, bruissant l'ourlet de sa robe le long du chemin. L'archiduc la regarda longtemps, interrompant la lecture de son livre. Il referma brusquement le livre, et il a dit que, à son avis, Tia était un nom plutôt étrange pour un chiot. La jeune fille entra dans la chambre et déposa la bête fatiguée sur le lit. Il s'endormit immédiatement doucement. Et la jeune fille réfléchissait, se souvenant soudain de ses fleurs du jardin. Elle se rappela que lorsqu'elle était encore princesse, elle les avait définitivement vues lors de son voyage dans les terres du Sud. Elles ressemblaient beaucoup à des fleurs de coton. Lorsqu'elle était petite, elle marchait sous un parapluie par une journée ensoleillée. Mais lorsqu'elle a tendu la main pour toucher la fleur duveteuse avec son doigt, sa mère l'a immédiatement saisie dans ses bras et l'a serrée fort dans ses bras. Le parapluie m'a été arraché des mains par le vent et emporté. La femme a dit doucement mais sévèrement à sa fille que ces fleurs ne pouvaient pas être touchées, qu'ils sont très dangereux et venimeux. La jeune fille chancela sur le chemin menant à la tanière avec un lourd seau, le déplaçant alternativement dans une main puis dans l'autre. À un moment donné, elle a entendu des pleurs. 3 femmes étaient assises en groupe et reniflaient. L'un d'eux a posé des questions sur sa sœur Adriane. Une autre a dit que si seulement elle avait cette fleur blanche,
ressemblant à du coton qui fleurissait à l'entrée. Si elle l'avait fait bouillir longtemps avec de la racine de tulou et du rhum, elle aurait attrapé du poison. Elle savait que ce poison entraînait une mort douloureuse. Il a corrodé les organes internes et ceux qui l'ont pris sont morts, s'étouffant avec leur propre sang. Et si elle avait ce poison, elle pourrait s'échapper d'ici. Laurel marchait dans le couloir du château, fredonnant une mélodie joyeusement et assez mélodieusement. Elle ouvrit la porte en souriant et en grinçant, souhaitant joyeusement le bonjour à la dame. La fille était assise sans humeur. En réponse, il souhaitait habituellement bonjour à la femme de chambre. Elle avait l'air très pâle et maladive. La femme de chambre réalisa que Miss avait l'air si mal. Elle craignait de ne pas se sentir bien, mais la fille a dit que tout allait bien. Et elle a expliqué qu'aujourd'hui, elle n'avait tout simplement pas assez dormi. Toute la nuit, elle fut tourmentée par un cauchemar dans lequel elle était poursuivie par une silhouette noire. Elle pensait avoir déjà rêvé de quelque chose comme ça auparavant, lorsqu'elle était enfermée dans la tour et dans la tanière. Laurel vérifiait si la dame allait bien. Après tout, ses cours ont commencé aujourd'hui, mais elle croyait que si elle se sentait mal, elle pourrait alors les reporter à demain. La jeune fille réfléchit à ses cours. Elle doutait qu'ils aient un sens, c'était plutôt pour grand-mère et Stéphane. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils découvrent d'où cela venait. La blonde a assuré que tout allait bien pour elle et qu'elle pouvait étudier. La femme de chambre en était contente. Elle a également transmis les paroles de Madame Paula selon lesquelles elle lui proposait de prendre le petit déjeuner avec elle. Une noble dame a demandé à la jeune fille comment elle aimait la nourriture sur la table. Elle a modestement répondu que tout était délicieux. La femme de ménage a dit à Madame Paula qu'elle avait apporté la tarte sur sa commande. Les pâtisseries fraîches avaient l'air très appétissantes. La croûte brun dorée et le dessus tressé lui donnaient un aspect tout simplement divin. La jeune fille avala sa salive à sa vue. La femme a dit que la jeune fille n'avait pas oublié l'étiquette. Et en regardant cette tarte, elle se souvint qu'elle l'aimait tellement étant enfant qu'après, elle ne la mangeait qu'en dessert. Elle a dit cela le jour où elle l'a quittée. Puis elle invita les duchesses à l'entrée de la forêt de Berenag pour une chasse. Les dames discutaient joyeusement. Ils ont ri et ri de bon cœur aux blagues et aux piques de chacun. L'événement était un événement de réseautage, et le prix principal était un poulain. À cette époque, Paula sentait clairement à quel point elle vieillissait de jour en jour. La femme voulait donc leur montrer qu'elle était toujours en bonne santé. Et je voulais que ce soit toujours comme ça. Elle prit l'arbalète d'une main habile et tira sur son mécanisme. Tout s'est bien passé pour elle et un clic caractéristique s'est fait entendre. Puis elle fut provoquée par l'idée de séduire les jeunes filles. Et Paula, montée sur un cheval noble, s'enfuit dans la forêt. Elle craignait que sa petite fille ne la suive, alors elle a laissé la fille avec des nounous. Lorsque la duchesse revint avec les carcasses de 2 cerfs, l'enfant n'était plus là. Les nounous ont couru et ont appelé Juliana, mais elles n'ont pu la trouver nulle part. Paula réalisa alors la gravité de son erreur. Les nounous, puis tous ceux qui le pouvaient, cherchèrent l'enfant disparu dans la forêt. Mais l'erreur commise par Paula s'est avérée irréparable. Elle s'en voulait de faire passer ses objectifs personnels avant la sécurité. La duchesse a dit à la jeune fille qu'elle avait entendu dire que ses cours commençaient aujourd'hui. Elle lui a demandé de faire de gros efforts. Et si elle a besoin de quelque chose, n'hésitez pas à lui demander. La fille a promis à sa grand-mère de tout faire comme ça. Elle a également fait l'éloge de la tarte, et elle a partagé ses impressions, comme si c'était la première fois qu'elle mangeait quelque chose d'aussi délicieux. Elle a insisté sur le fait qu'elle aimerait faire une demande à sa grand-mère, et elle a dit qu'elle aimerait vraiment voir le sanctuaire de Berenhag, qu'elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles c'était beau là-bas, comme le paradis. Notre héroïne voulait rencontrer Johannes avant qu'elle ne soit découverte. Après tout, il ne semblait pas que Stéphane allait l'y emmener comme il l'avait promis auparavant. Elle doutait également que sa grand-mère accepterait cela. Paula a dit que c'était apparemment la volonté de Dieu qu'elle ne soit retrouvée que maintenant, et elle a accepté d'y aller avec sa petite fille. La jeune fille s'est visiblement réjouie et a remercié sa grand-mère. Mais ensuite, on frappa à leur porte. La porte s'ouvrit. Le gars a demandé pardon et s'est présenté en disant que c'était lui, Stéphane. Il s'approcha rapidement de Paula. Et s'excusant d'avoir interrompu leur goûter, il rapporta que le professeur attendait déjà Juliana. La femme se reprochait d'avoir retardé l'enfant, qui avait déjà beaucoup à faire aujourd'hui. Stéphane jeta un regard de côté à la fille, et elle a rapidement coulé. Elle dit tranquillement à sa grand-mère qu'elle avait passé un bon moment avec elle et lui en était reconnaissante. Bientôt le gars marchait devant et la fille trottait derrière lui. Elle a vu ses fleurs de coton blanc fleurir même dans la cour. Stéphane lui dit par-dessus son épaule qu'elle se débrouillait plutôt bien. La jeune fille lui a demandé de lui pardonner.
Elle se pencha et commença à cueillir des fleurs. Puis elle tendit la brindille au gars. Ces fleurs pourraient lui donner son désir, sa liberté. Les événements nous emmènent quelques semaines plus tard. Les jambes de la jeune fille étaient nues jusqu'aux genoux et reposaient sur un pouf moelleux. La servante a dit que les cheveux de la maîtresse étaient devenus si lisses et brillants. Belin peignait les cheveux blonds de la jeune fille, et elle était assise triste. La bonne demanda si les leçons étaient difficiles. La jeune fille secoua la tête. Elle a dit que pour elle, l'équitation et l'étiquette étaient tout à fait acceptables. Mais la valse était la pire. Lorsque notre héroïne a rencontré sa grand-mère pour la première fois, même se promener dans la pièce était difficile pour la femme. Mais maintenant, sa santé s'est considérablement améliorée. Et récemment, ils ont commencé à se promener ensemble dans le jardin. La jeune fille remarqua que sa servante Beline commençait également à sourire plus souvent. Elle, toute rayonnante, dit à sa maîtresse qu'elle s'entraînait constamment. Et ainsi, ses capacités se sont sensiblement améliorées. La femme de chambre a demandé comment s'était passée leur promenade hier, et sont-ils déjà allés au sanctuaire de Berenag? Hier, Juliana et sa grand-mère sont sorties juste pour rencontrer le sculpteur. Alors Paula dit à la jeune fille que parmi ses connaissances, il y avait un prêtre qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Et pendant qu'elle discutait avec lui, elle a proposé à sa petite fille de faire un tour sur la place voisine. Et puis la fille vaquait à ses occupations. Elle commença à poser des questions sur la personne qui l'intéressait, Johannes. Le vendeur de l'un des magasins a déclaré qu'il n'en avait jamais entendu parler auparavant. Et il a signalé que son cousin avait un magasin, il pouvait le contacter et lui poser des questions à ce sujet. La jeune fille a remercié l'homme. Elle n'a donc finalement rien appris sur Johannes. Et maintenant, elle faisait part de ses impressions à sa servante. Elle a dit que c'était magnifique là-bas et que ça valait la peine d'y retourner un jour. Veline demande s'ils peuvent rencontrer le sculpteur. Elle a dit qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles il était un très bel homme. La jeune fille pensa au sculpteur. Elle ne se souvenait définitivement pas de son visage. Après tout en travaillant, elle essayait de faire face à sa déception. Et d'une manière ou d'une autre, elle ne remarqua pas si cet homme était beau. Assise sur le lit, elle pensa qu'elle n'avait pas d'autre moyen de retrouver Johannes. Et elle a répondu qu'il semblait que le sculpteur était beau. Belin était heureuse d'entendre de tels mots de la part de sa maîtresse. Elle supposait que, comparé à son Altesse, les autres hommes n'étaient peut-être pas assez beaux pour la dame. Notre héroïne remarqua que les domestiques dans le couloir chuchotaient à nouveau. Depuis qu'elle était dans ce château, elle avait remarqué quelque chose. Que toutes les conversations revenaient d'une manière ou d'une autre à l'archiduc. Il ne fait aucun doute que les propos sur son énorme force et ses capacités étaient bien fondés. Et Beline a également raconté à la dame toutes les nouvelles de Bienut, qu'il venait de rentrer au château. Selon elle, l'archiduc aurait séjourné une semaine au palais royal de Nordbalch. Mais maintenant, son Altesse est de retour. La jeune fille pensa tristement que ce n'est que grâce à l'absence de Bienut dans le château qu'elle pouvait reprendre au moins un peu son souffle. Verline a dit qu'il semblerait que son Altesse se marie enfin. Cette nouvelle surprit grandement la blonde. Et la servante continuait à gazouiller. Elle a affirmé avoir entendu les habitants parler. Et il semblait que Sa Majesté songeait à faciliter son mariage avec la princesse aînée du royaume de Brint. Et elle a admis que tout le monde était très inquiet que son Altesse ne s'intéresse pas encore aux dames. Il continua à se battre, mais il n'eut pas d'héritier. C'était très perturbant. Notre héroïne pensait que les aristocrates, comme l'archiduc ou les membres de la famille royale, avaient d'énormes responsabilités à la mesure de leur richesse et de leur pouvoir. Et l'une des rares responsabilités était la naissance d'héritiers en bonne santé et la continuation de la famille. La blonde demanda à la femme de chambre s'il y avait une raison particulière. Il est devenu embarrassé. Verline a déclaré qu'ils avaient dit qu'il avait le mal du pays pour sa fiancée, qui a disparu quand elle était enfant. Juliana était surprise qu'il reste toujours affectueux. La servante a déclaré qu'elle avait entendu dire que la princesse Brint avait traversé la mer et étudiait désormais dans un pays de l'Est. Il était fort possible que dans un mois, elle ait fini et qu'à son retour, le mariage ait lieu. Elle a dit qu'il y avait des rumeurs sur son incroyable beauté, qu'elle était capable d'étonner n'importe quel homme. Et elle est sûre que peu importe la beauté de la princesse, le mariage aura lieu lorsque son cœur battra. La jeune fille pensait que si Béanut voulait se marier, il fallait alors préparer beaucoup de choses. Et il était possible que les doutes sur son identité passent au second plan ou disparaissent complètement. Le chiotia a couru aussi vite qu'elle le pouvait en criant fort. Juliana descendit les marches. Aujourd'hui, elle a eu un cours de dessin. La jeune fille a rencontré le professeur et ils se sont salués poliment et courtoisement.
L'homme s'inclina et la jeune fille lui fit une gracieuse révérence en réponse. Le chiot est déjà fatigué. Il étendit les pattes et dormit en ronflant à même le sol. L'enseignant a demandé à la jeune fille d'ajouter de la lumière et de l'ombre. Lorsque la jeune fille suivit ses recommandations, il la félicita. Il lui a assuré qu'elle allait bien. La fille a dit que la photo était presque prête. Mais la nature morte n'était pas représentée, pommes, raisins et fleurs. Juliana était contente d'elle. Elle a décidé que lorsqu'elle aurait fini, elle le donnerait à sa grand-mère, car elle savait qu'elle aimait les pommes. Le professeur sourit et dit à Miss Juliana qu'elle avait fait du bon travail aujourd'hui. Elle était heureuse d'entendre des éloges qui lui étaient adressés. Notre héroïne était encore en train de finaliser son projet. Elle a travaillé le fond et les ombres, et elle pensait avoir appris autre chose ces derniers temps. Tous les serviteurs et servantes de ce manoir marchaient en silence. Mais elle entendit clairement le bruit des pas à l'approche de Stéphane. Et maintenant, elle entendit aussi des pas. La porte s'ouvrit. L'archiduc entra et se rapprocha. Le professeur, ôtant sa coiffe, salua son Altesse avec confusion. Il a dit que c'était un grand honneur pour lui de le rencontrer. L'homme a rapporté qu'il apprenait à dessiner à Miss Juliana. Binot s'est approché de la jeune fille par derrière et a plané au-dessus d'elle, regardant par-dessus son épaule. La jeune fille serra l'ourlet de sa robe avec sa main, faisant face à ses émotions. Puis, se levant, elle se tourna vers son frère et lui fit une gracieuse révérence. Après avoir salué sa majesté, la jeune fille lui a demandé comment s'était passé le voyage. Le gaz était sombre. Il était surpris que la fille soit toujours là. Il supposait l'une des deux choses suivantes. Soit elle était intrépide, soit elle était réelle. L'archiduc toucha les cheveux blonds de Juliana. La jeune fille a demandé pardon de ne pouvoir le saluer, même après avoir appris la nouvelle de son retour. Binot examina attentivement la photo fraîchement dessinée de la jeune fille. Le professeur a dit que la dame ressemblait beaucoup à Madame, connue dans les cercles laïques comme artiste. Elle avait donc un sens esthétique étonnant. Il supposait qu'avec de la pratique, elle réussirait. Béanut a dit à l'oreille de la jeune fille que l'artiste voulait dire qu'elle ressemblait à sa mère. Et maintenant, il voulait le croire. Son Altesse l'archiduc lui a ordonné de peindre. L'enseignant est intervenu dans la conversation entre le frère et la sœur. Il a assuré que la jeune fille n'avait pas encore suffisamment de capacité pour dessiner des portraits. Béanut a fermement déclaré que lui seul déciderait ici. Et notre héroïne ne savait pas quoi faire. Et elle allait dire qu'elle s'entraînerait davantage et lui donnerait un portrait correctement dessiné. Le gars s'est allongé sur le canapé. Placez confortablement vos mains sous votre tête. Et puis la jeune fille s'est rendue compte qu'il était peu probable qu'il accepte sa proposition. Juliana a demandé pardon à son Altesse. Elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas encore très douée avec un pinceau. Elle a donc demandé de lui accorder du temps. Mais il n'a ordonné que brièvement « nul ». Et puis la fille s'est rendue compte qu'elle devait choisir l'un des deux. Soit elle essaiera au moins de dessiner, soit elle refusera et sa tête s'envolera de ses épaules. Elle a demandé au professeur d'informer son oncle de la situation. Il est parti exécuter les ordres de Juliana. Pendant ce temps, notre héroïne a pris une nature morte sur le chevalet. Et je l'ai échangée contre une nouvelle toile. Elle se dit de se calmer. Après tout, elle a appris à dessiner dès l'âge de 6 ans. Même si elle n'a jamais réalisé de portrait à part entière, elle considérait les yeux des gens comme beaux et en décorait de nombreuses toiles. Bientôt, le crayon toucha la toile et la magie du dessin commença. L'archiduc était toujours allongé sur le canapé. La jeune fille pensait que ses yeux étaient comme un océan où aucun homme n'avait jamais mis les pieds. Cependant, c'était tout. Elle ne ressentait pas les mêmes sentiments de chaleur, de colère ou de tristesse que la personne possédait probablement. La jeune fille réfléchit à quel genre d'archiduc il était réellement. Celui dont le corps était couvert de sang ou celui qui parlait de son amour pour les papillons. Béanut était allongée, le visage tourné sur le côté. La jeune fille s'est excusée et a dit qu'elle ne pouvait pas voir ses yeux. Elle a insisté sur le fait qu'à son avis, c'était la partie la plus importante du visage. Le gars lui a demandé pourquoi elle pensait cela. La jeune fille hésita un peu. Elle se rappela soudain comment son frère avait fui la mort et à quoi ressemblaient ses yeux lorsqu'il avait été mortellement blessé. Puis elle s'est cachée sous le canapé et n'a pas pu retenir ses larmes. Elle s'est couverte la bouche avec ses mains pour ne pas révéler sa position en criant. Après cet incident, elle a cru que les yeux d'une personne étaient le miroir de son âme. Notre héroïne s'est rendue compte qu'elle avait commis une erreur. Béanut la regardait avec ses yeux comme s'il était prêt à la brûler. Mais elle pourrait le faire aussi. Notre héroïne était une princesse déchue, une ancienne employée de bordel. Et maintenant, la fille a effrontément pris la place de quelqu'un d'autre, parce qu'elle voulait vraiment vivre. Et rien ne pouvait sauver son âme honteuse. On frappa à la porte.
La voix s'est présentée comme étant Stéphane et a prévenu qu'il entrerait maintenant. Juliana était assise devant le chevalet. Elle regarda le gars par-dessus son épaule. Béanut, à ce moment-là, a déplacé son corps en position assise. Stéphane sourit à son Altesse. Et l'archiduc, se levant, demanda à son oncle pourquoi il était venu ici. L'homme aux cheveux roux a déclaré qu'il avait rencontré par hasard le professeur d'art de Juliana, et il lui dit que son frère lui avait demandé de faire son portrait. Il a continué son doux discours. Il a assuré qu'il ne voulait pas interférer avec le bon temps de son frère et de sa sœur. Stéphane a soigneusement examiné le travail au crayon de la jeune fille sur toile. Juliana était alarmée et ne savait pas quoi faire maintenant. Après tout, en dessinant, ses mains tremblaient et sa tête ne fonctionnait pas du tout. Et c'est pourquoi elle n'était pas prête à montrer cette horreur sur toile au lieu d'un portrait. Stéphane posa la main sur l'épaule de la jeune fille. Il a dit qu'il ne savait pas si Béanout était au courant. Il l'informa que Juliana était désormais à la recherche d'une activité pour laquelle elle avait une prédisposition. Il a dit que cela ne faisait qu'1 mois depuis son retour. Donc ses capacités pouvaient encore faire défaut. Stéphane a dit que Sa Majesté pourrait être amère à cause de l'inexpérience de Juliana. Et il lui a proposé d'évaluer son tableau dans sa forme finale. Mais Béanut avait déjà pris la toile dans ses mains et l'avait tournée vers son visage. Son expression changea lentement. La jeune fille attendait avec peur les critiques. Le gars a dit qu'elle était également là sur la photo. Cela l'a laissée complètement confuse. Béanut a montré à la jeune fille un reflet jaune, dessiné dans la pupille d'un œil dans le portrait. Juliana dit timidement qu'elle l'avait fait involontairement, expliquant qu'elle était tellement concentrée en dessinant qu'elle transmettait tout ce qu'elle voyait, sans lui donner aucun sens. Stéphane, souriant joyeusement, a déclaré qu'il s'agissait d'un portrait très inhabituel. Il a dit que son Altesse regardait sa sœur cadette avec un regard si chaleureux. Il a demandé pardon, mais jusqu'à présent, il était représenté dans les portraits comme un dirigeant sévère et de sang-froid. Béanut dit brusquement et froidement à son oncle qu'il ressemblait beaucoup à son père. Stéphane en fut bouleversé et baissa la tête. Le serviteur qui est venu vers eux a demandé pardon à son Altesse de l'avoir dérangé. Il a dit que ce monsieur devrait très probablement se rendre au port. Béanut jeta un bref coup d'œil à son oncle. Et il était pressé de faire sortir la fille des appartements. Et bientôt, ils marchèrent dans le couloir. Stéphane a demandé à la jeune fille d'essayer désormais d'éviter son frère, par tous les moyens nécessaires, pour éviter une répétition de l'incident d'aujourd'hui. Elle se demanda s'il lui en demandait trop. On aurait dit qu'ils étaient dans un bordel. Il n'y avait pas d'autre pensée dans sa tête que de sortir de ce manoir le plus rapidement possible. Le gars parla en regardant par-dessus son épaule. Ce serait bien si elle réalisait la gravité de la situation et faisait ce qu'il fallait. Et il pensait qu'elle devrait le remercier de l'avoir sorti de cette sale tanière. La jeune fille regarda le sol. Les femmes de ménage faisaient le ménage. Juliana entra. Elle vit sa servante Belin et fut très contente d'elle. Juliana a félicité la fille pour sa bonne humeur. Et la servante assura qu'elle était très heureuse de voir sa maîtresse. Et elle demanda si son repas avec Madame Paula avait été réussi. La blonde répondit brièvement « Oui ». Elle remarqua une nouvelle épingle à cheveux sur la tête de la servante et lui demanda quand elle avait acheté la nouvelle chose. Belin répondit en souriant qu'il n'y a pas longtemps, M. Quentin avait offert un cadeau à chacune des servantes du manoir, qu'il a dit avoir rencontré des marchands lorsqu'il se rendait au port avec son Altesse. Juliana pensait que Quentin devait être un homme très gentil pour offrir des cadeaux aux servantes. Obelin a déclaré qu'il avait également dit aux servantes que son Altesse avait acquis une chose incroyablement coûteuse, et c'était des boucles d'oreilles avec un rubis, écarlate comme du sang de colombe. On disait que cette pierre brillait en rouge, comme les yeux d'une sorcière. La jeune fille pensait que tous ces mots semblaient inquiétants, et Belin a dit qu'il y avait une légende, que le phénix autrefois immortel s'est réincarné en rubis parce qu'il en avait assez de la vie éternelle. Par conséquent, ils ont dit que le propriétaire d'un rubis pouvait éviter la mort. La servante dit que le prix de la pierre était très élevé, et j'ai supposé que cela pouvait être dû à cette légende. Le coût s'élevait à 20 pièces d'or. Belin a suggéré que cela pourrait être un cadeau pour la princesse d'Angleterre. Et notre héroïne s'est dit que pour 20 pièces d'or, elle pourrait acheter un petit manoir. La servante a également suggéré que la pierre avait peut-être été achetée pour la collection personnelle de son Altesse. Juliana a demandé à la femme de ménage s'il y avait un moyen de quitter la résidence sans laisser passer. Elle répondit qu'elle ne le savait certainement pas, mais qu'il lui semblait que cela était impossible. La jeune fille était conduite par les bras. On a dit que Béanut avait découvert qu'il était un faux. Elle ne servait donc plus à rien. Stéphane a dit qu'il la ramènerait là où elle se trouvait à l'origine. La fille a demandé d'arrêter, mais ensuite elle s'est réveillée dans son lit,
et elle serra nerveusement la couverture avec ses mains. Son visage était rouge et son regard effrayé. Le matin, lorsque la servante aperçut la maîtresse, elle fut horrifiée par son aspect froissé et douloureux. Elle a demandé si elle allait bien. Alors que Stéphane continuait à traiter la jeune fille de cette manière, elle commença à faire des rêves étranges. Mais la servante pensait que c'était peut-être si difficile pour la maîtresse à cause de son emploi du temps très chargé. Notre héroïne réfléchissait à la meilleure réponse pour elle. Après tout, elle ne pouvait pas dire à quel point elle se sentait mentalement malade à l'idée que la vérité sur ses origines puisse être révélée. Berlin a assuré que cela lui semblait, comme si son Excellence le Marquis souhaitait qu'elle fasse ses débuts dans la société laïque. Et les femmes de ménage craignent également que la jeune fille soit trop occupée. Notre héroïne a été surprise, ce à quoi la servante répondit que c'était parce que son âge nubile était déjà proche. On savait que dans la société laïque, la vie d'une noble dame commençait dès ses débuts, et une femme pourrait chercher des avantages auprès de différentes familles, et ses débuts étaient sa seule opportunité de trouver un partenaire. Et elle comprit que c'était uniquement la faute de Stéphane. Mais je ne comprenais pas pourquoi il avait soudainement décidé d'introduire l'imposteur dans la société laïque. Après tout, plus sa fausse nièce gagnait en pouvoir, moins sa position devenait avantageuse. La servante serra les poings et devint tendue. Juliana se souvient que le jour de leur première rencontre, pour une raison quelconque, elle tremblait aussi violemment, sur tous ses mains. La jeune fille a remercié la femme de chambre pour ses soins, mais a insisté sur le fait qu'elle était obligée de refuser. Après tout, cela aurait pu l'affecter aussi. Velin dit avec émotion « Oh, madame !» en joignant les mains et en était tout simplement ravie. Et elle a dit qu'il lui était très reconnaissant pour ces changements. La blonde fut surprise des changements dont parlait la servante, et elle s'est immédiatement arrêtée et a commencé à demander pardon. Elle a insisté sur le fait qu'elle avait commis une erreur par accident. Juliana a dit qu'elle n'avait rien à excuser, mais je lui ai demandé de me dire quel changement lui était arrivé. La servante commença à trembler de partout, serrant les poings. La jeune fille pensait qu'elle venait de poser une question, mais elle n'avait pas encore eu une telle réaction, et elle ne comprenait pas pourquoi elle avait si peur. La blonde s'est demandé quel genre d'enfant Juliana était avant de disparaître. Elle prit la servante par les mains et lui demanda pourquoi elle avait si peur. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne se souvenait de rien de son enfance. C'est pourquoi je lui ai demandé, en supposant qu'elle ait fait quelque chose de mal lorsqu'elle était enfant. Il y avait des larmes dans les yeux de Belin. Elle s'est couvert le visage et s'est mise à pleurer. Assurée à la dame qu'elle avait commis une erreur sans s'en rendre compte. Elle a supplié de lui pardonner. La maîtresse lui a dit que tout allait bien, la calmant. Juliana a dit que ce serait bien mieux si elle lui racontait comment elle était avant. De toute façon, ce qu'elle pensait était la raison de sa peur. Et puis putain me l'a dit. Quand elle était enfant, Juliana aimait chasser les animaux. Et souvent, son visage enfantin était taché de leur sang. Mais un jour, une fille a trouvé la portée d'une chienne et a battu ses chiots à mort avec un gourdin. Berlin a dit que ce n'était qu'une rumeur. Mais ils ont dit que la jeune fille avait poussé la servante dans le puits, où elle mourut par la suite. Les servantes pensaient que la jeune fille avait perdu sa mère prématurément à cause d'une pneumonie, et c'est pourquoi je me sentais perdue. Et Juliana, lorsqu'elle était enfant, a allumé par erreur un incendie dans la grange. Pour cette raison, les 5 majordomes qui dormaient à l'intérieur sont morts dans l'incendie. Berlin a déclaré que, bien sûr, toutes les femmes de chambre croyaient qu'il ne s'agissait que d'accidents. La dame pensait que tout s'avérait bien plus grave qu'elle ne le pensait, et elle ne voulait pas y croire. Mais en se remémorant Belin le jour de leur première rencontre ou en regardant les gens de la résidence, elle n'avait pas le choix. Juliana comprenait maintenant pourquoi l'archiduc lui avait donné le chiot, désiré par absolument tous les aristocrates. Il s'est avéré que de cette façon, il voulait la tester. Sa sœur qui revient après sa disparition fera-t-elle du mal à Tia? La jeune fille regarda l'animal endormi sereinement. L'idée lui vint à l'esprit que cela valait peut-être la peine de faire du mal à Tia et d'imiter le comportement de Juliana afin de dissiper les doutes de l'archiduc. Notre héroïne est descendue à la galerie. Comme Belin l'a dit, c'était un endroit vraiment calme et tranquille. La fille voulait se faire passer pour Juliana, mais ne pouvait pas faire de mal au chiot. Elle fit asseoir Tia, à laquelle elle s'était déjà attachée, sur un banc au rembourrage moelleux. Et elle lui a promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de meurtre, même accidentel. La servante, s'inclinant, dit à la maîtresse qu'elle en avait trop dit et qu'elle regrette et s'excuse maintenant. La blonde a dit que rien de grave ne s'était produit. Elle avait juste plus de pensées. Et puis Belin a suggéré d'emmener la dame dans un endroit calme, où elle pourrait réfléchir sereinement. Elle espérait que cela l'aiderait également à changer son humeur. Et voilà que notre héroïne longeait les statues en plâtre de la famille Berenhag.
Elle avait entendu dire qu'il y avait des statues en plâtre de son père, l'ancien archiduc, et de sa grand-mère. La jeune fille se demanda dans combien de temps sa statue apparaîtrait ici. Elle regarda avec intérêt les sculptures en plâtre et les peintures derrière elle sur le mur. Notre héroïne a remarqué que c'était pourtant très spacieux ici, et elle avait le sentiment que si elle se cachait bien ici, elle pourrait éviter d'être vue pendant quelques jours. Elle continuait à marcher et à regarder les personnages, les images, les fresques au plafond. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas ressenti une telle paix depuis longtemps. À ce moment-là, elle avait envie de chanter. La nuit, quand même les oiseaux dorment, je nourris les graines dans ton berceau pour qu'elles fleurissent avec de douces louanges. Marcher à travers le paradis, reposer paisiblement dans l'éternité. Même si tu n'entends pas ma chanson, tu vis toujours dans mon cœur. La chanson s'arrêta lorsque Béanut apparut soudainement derrière l'une des statues. La jeune fille recula de surprise. Le gars a dit qu'il pensait que c'était elle. La blonde était indignée. Il pensait qu'elle était venue ici ou qu'elle chantait une berceuse. L'archiduc lui a demandé de chanter à nouveau ce qu'elle avait chanté auparavant. La jeune fille était surprise qu'il connaisse cette chanson. Mais elle ne se transmettait oralement qu'à Grandia, et elle se demandait si l'archiduc savait que Grandia était sa patrie. Elle voulait lui poser des questions maintenant, voyant son intérêt pour la berceuse. La fille avait l'impression de partager un souvenir de son enfance avec le gars, mais elle a quand même trouvé la force de surmonter sa faiblesse momentanée. Et se détournant en faisant la moue, elle dit qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait. L'archiduc regardait la jeune fille de telle manière qu'elle avait l'impression qu'il essayait de lui faire un trou. Le lendemain, notre héroïne, comme d'habitude, a mangé avec sa grand-mère et étudié. Tout s'est déroulé comme d'habitude, et le dernier jour s'est déroulé sans laisser de traces. La jeune fille essaya de comprendre par elle-même pourquoi l'archiduc Benoît était si intéressé par cette berceuse. Cette famille n'avait pas d'ennemis, mais sa réaction hier indiquait qu'il avait déjà entendu cette chanson quelque part. Pelin a demandé si la dame avait bien dormi. La jeune fille souhaita le bonjour à la femme de chambre et sourit. On frappa à la porte. La fille m'a permis d'entrer. L'homme qui entra souhaita le bonjour à la dame. Il se présenta sous le nom de Bram et expliqua qu'il était l'intendant de son Altesse l'archiduc. Pelin a demandé à l'homme pour quelle affaire il était venu. Et la fausse Juliana se demandait pourquoi le manager était venu ici maintenant. Le serviteur dit que son Altesse lui avait proposé de prendre le petit déjeuner avec lui. Belin a demandé pardon, assurant que, contrairement à tous les souhaits, sa maîtresse était malade aujourd'hui. Mais le directeur a suggéré que la dame elle-même rencontre personnellement l'archiduc et reçoive de sa part une réponse compréhensive. Juliana n'avait rien à dire. L'homme a conduit la jeune fille vers une belle porte avec 2 portes avec un motif doré. Bram a déclaré que l'archiduc souhaitait prendre son petit déjeuner en silence et qu'il l'escorterait donc jusqu'à son bureau. Il fit signe à la jeune fille d'entrer. Notre héroïne avait l'impression d'être conduite à l'exécution ou à la torture. Le gérant ouvrit la porte et informa son Altesse qu'il avait amené Madame Juliana. Il travaillait juste à table. La jeune fille a demandé pardon à son Altesse. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas très bien aujourd'hui. Il lui ordonna froidement de s'asseoir. La fausse Juliana s'assit sur le canapé en face de l'archiduc à table, baissant les yeux vers le sol. Il montra la table et lui dit « Mange ». La jeune fille pensait tristement qu'elle ne pouvait même pas se mordre la gorge. Il y avait quelque chose qui ressemblait à une indigestion. Derrière Banut, il y avait 2 portraits accrochés au mur. L'image de l'homme ressemblait exactement au gars. À proximité se trouvait le portrait d'une femme qui ressemblait à notre héroïne. La femme était représentée avec un sourire sympathique. La jeune fille pensait que c'était sa mère qui avait quitté ce monde à cause d'une pneumonie. Et la fausse Juliana pensait que cette femme devait avoir un corps faible. Et l'homme sur l'image était l'ancien archiduc de Bérenag, Waldemat, le père de Béanut. La jeune fille pensait avoir déjà vu ce portrait dans le hall, et elle fut surprise de voir à quel point elle ressemblait à l'archiduc. Et à ce moment-là, elle pensa tristement que des portraits de ses parents étaient également accrochés au palais Grandia. Et la famille Tariyuchi, qui s'était rebellée, profitait probablement désormais de tout le butin du palais. Béanut a déclaré que le portrait était le tout premier. Il lui a dit qu'il lui donnerait une autre chance. Il m'a assuré que son visage était plutôt joli. Par conséquent, il se sentira désolé d'avoir tué. Dans ses mains se trouvait un couteau de table. Béanut a dit qu'elle pourrait vivre en servant les aristocrates comme maîtresse, et il pensait qu'il vaudrait mieux qu'elle accepte cette offre. Il lui a demandé combien de temps elle pensait qu'il serait gentil avec elle, et il a dit qu'au fait, les cochers conduisaient déjà ici. La jeune fille ne comprit pas tout de suite de quel cocher Béanut lui parlait.
Mais ensuite, j'ai deviné que c'était celui qui l'avait amené du bordel à la maison. Le gars a assuré à la fille qu'il était au courant d'elle. Le majordome lui toucha l'épaule et lui dit que ça suffisait. Binout remercia pour le petit déjeuner. La blonde se dirigea vers sa chambre. Elle se demanda s'il s'agissait du cocher qui traversait la mer à la nage. Et comment l'archiduc pourrait-il le retrouver? Et que lui arrivera-t-il lorsqu'il sera attrapé? Belin courut vers la maîtresse. La jeune fille a demandé à la femme de chambre ce qui s'était passé et où elle était si pressée. Et elle a dit que le marquis la cherchait, qu'il a ordonné de l'amener d'urgence juste après le petit déjeuner. Notre héroïne pensait que Stéphane lui demanderait probablement de quoi il parlait. Elle n'était pas d'humeur à parler à lui ou à quelqu'un d'autre pour le moment. Mais elle n'avait nulle part où aller. La femme de chambre conduisit la jeune fille dans l'une des pièces. Le marquis était là, fumant une longue pipe. Dès que la jeune fille a entendu l'odeur du tabac, elle s'est immédiatement couverte le nez avec sa main, plissant son visage à cause de l'odeur désagréable. Stéphane a dit qu'il avait entendu parler d'elle prenant son petit déjeuner avec Béanote, et il est devenu curieux. Elle ne pouvait ou ne voulait pas éviter l'archiduc. Il a dit qu'il serait dommage de gaspiller les compétences qu'elle avait acquises en écartant les jambes pour les hommes. Le gars a dit que l'archiduc, malheureusement, ne faisait pas partie de ceux qui étaient émus par la partie inférieure du corps. La jeune fille était effrayée par la méfiance dans cette situation. Après tout, on ne pouvait vraiment pas lui faire confiance, et même vice-versa. Plus il le laissait entrer, plus le poison devenait puissant. Elle doutait qu'une telle personne ait besoin de transmettre l'information selon laquelle l'archiduc avait retrouvé le cocher. La jeune fille pensait que si elle quittait le domaine sans rien dire, il tomberait entre les mains de l'archiduc. Mais ensuite, elle a commencé à s'en dissuader, considérant qu'il fallait d'abord surmonter ce moment critique. Et elle dit à Stéphane que l'archiduc avait dit qu'il amènerait le cocher. Le gars jeta un coup d'œil de côté à la blonde. Il a précisé si cela lui avait été dit personnellement. La jeune fille a dit qu'il semblait que Béanote, au petit déjeuner, avait décidé de lui donner une chance jusqu'à ce que le cocher soit interrogé. Elle vit les reflets sur le visage du marquis, et elle supposait qu'il allait calculer les suppositions de l'archiduc. Stéphane a dit que si le cocher était capturé, il devait passer par le port. En réfléchissant, le gars se gratta le menton. Il a dit qu'il le transporterait par mer, et il pensait qu'il aurait dû tirer sur ce cocher, et il a assuré qu'il découvrirait tout en y envoyant sa personne de confiance. En attendant, la jeune fille a demandé à être transférée dans un autre endroit plus fiable. Stéphane lui a demandé si elle pensait qu'il était possible de survivre différemment en utilisant son cerveau. La fausse Juliana se demandait comment elle avait pu agir différemment dans sa vie. Après tout, si son Altesse découvre son vrai visage, sa vie pourrait alors prendre fin brusquement. Mais il lui a assuré que c'était à cela que ressemblerait sa peur s'il paniquait. La fille pensait que tout cela était à cause du chiot. À un moment donné, l'odeur du tabac lui rendait la respiration difficile. Stéphane lui a assuré que des mercenaires attendraient dans tous les ports et frontières. La mort du cocher n'était donc qu'une question de temps. Et il lui a assuré que lorsqu'ils se débarrasseraient du témoin, elle deviendrait la vraie Juliana. Il a convaincu la jeune fille que puisque lui, son oncle, l'avait amenée, l'archiduc ne pouvait pas révéler ouvertement ses soupçons. Et maintenant, il lui ordonna de retourner dans sa chambre. Notre héroïne s'est rendue compte qu'au cours de la semaine, elle n'avait connu la paix qu'une seule fois. Stéphane est venu vers elle tout pâle et lui a rendu compte des progrès. Il a dit que le cocher était introuvable, et les mercenaires qui se rendaient au port ont disparu. La jeune fille réfléchissait au sort des mercenaires. Elle pensait avec crainte que lorsqu'ils allaient tuer le cocher, l'archiduc pourrait les tuer. Sa tête était prête à exploser à l'idée de la façon dont ils allaient la tuer. Verlaine entra, souriant et souhaitant le bonjour à la dame. La jeune fille a dit qu'elle était au service du matin. La blonde invita la servante à passer, et elle salua également Tia, qui se précipita immédiatement à sa rencontre. La femme de chambre a dit qu'elle avait entendu dire que messieurs Paula étaient sortis se promener, et comme son état semblait s'améliorer, elle s'est rendue au cimetière. La blonde fut surprise, et la servante lui assura qu'elle ne savait pas à qui aspirait la maîtresse, mais elle y allait chaque année à la même heure pendant 2 jours et 1 nuit, et elle l'a fait en cachette de tout le monde. Pelin a supposé qu'elle voulait être en paix et a donc demandé à ne pas la déranger. La servante a dit qu'il était temps d'enseigner, et elle proposa d'escorter la jeune maîtresse. L'enseignant du service a suggéré à la jeune fille de faire une pause pendant un moment. La blonde se contenta de soupirer en réponse. Puis l'archiduc apparut. Et notre héroïne se demandait pourquoi il était là. Et saviez-vous qu'elle serait là? Binot s'est approché de l'imposteur d'un pas confiant et rapide. Son visage était sombre. Mais alors une voix masculine salua son excellence. La jeune fille était alarmée d'avoir été découverte.
Stéphane lui a dit que ce n'était pas sa faute, mais la sienne. Il s'est avéré qu'un piège avait été tendu, et il se demandait pourquoi l'archiduc utilisait de telles méthodes sans chercher à se renseigner auprès d'elle personnellement. Stéphane a admis que l'archiduc était devenu plus patient avec l'odeur d'une vraie femme, une prostituée d'un bordel. Le serviteur Quentin dit que son Altesse l'archiduc les avait réunis tous les deux. Quentin avait un regard si tendre à ce moment-là. La jeune fille baissa les yeux vers le sol et dit « J'obéis ». Béhanut était assis sur le canapé. Il croisa les mains, son regard était sévère et n'augurait rien de bon. Quentin accompagnait son oncle et sa petite amie chez le maître. Il attrapa la jeune fille par les épaules avec force, la forçant à se mettre à genoux. Ses mains étaient au sol et ses cheveux tombaient en mèches. Elle avait le sentiment que tout revenait à sa place. Les hommes pouvaient la surveiller de près, alors qu'elle ne regardait que le sol sale. Binot lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. Stéphane éleva la voix. Il a dit qu'il avait emmené Juliana non pas de la hutte, mais d'un bordel. Il n'avait donc d'autre choix que de le cacher pour le bien de la réputation de la famille. Mais il a affirmé que cet enfant était bien Juliana. Il s'en est porté garant. L'archiduc mit son épée sous la gorge de la jeune fille. Il y avait de l'horreur dans ses yeux. Il lui ordonna de parler. Des gouttes de sang écarlate coulaient sur le sol. La jeune fille resta silencieuse et des larmes coulèrent sur son visage. Béhanut a demandé que si elle n'était pas Juliana, alors qui était-elle? Mais Stéphane est intervenu. Il a dit que n'importe qui pleurerait et dirait n'importe quoi si on lui mettait une épée sous la gorge. Le Rousse a dit qu'il n'avait pas vraiment envie de le faire. Il a découvert il y a seulement 2 semaines qu'elle n'était pas Juliana. Et il était extrêmement impatient dans son désir de sortir sa mère malade du lit, qu'il voulait déjà que tout revienne à sa place. Mais il n'avait qu'à penser à sa mère qui s'inquiéterait encore plus, et il ne pouvait pas en décider lui-même. Il a dit que c'était inconnu. Peut-être que son état se serait encore plus aggravé qu'il ne l'était. Et notre héroïne se demandait comment il était possible d'être aussi impudique et dégoûtant. Elle le considérait comme la pire personne, sans honte ni sens du devoir. Elle a décidé qu'elle mourrait de toute façon, donc au moins je voulais dénoncer les atrocités de Stéphane. Mais elle s'inquiétait pour les gens du bordel. Le gars a dit que si le soutien moral s'affaiblit ici, alors les gens seront tristes, et il serait naturel que les forces qui retenaient leur famille soient éliminées. Et le gars a assuré à Béhanut qu'un tel calcul serait la fin. Il a dit qu'il avait confié à cet enfant le rôle de Juliana pour le bien de leur famille. Binot était surpris qu'elle soit une pute et il la défendait également. Mais Stéphane l'a convaincue qu'elle n'était pas gourmande. Et c'était pour cette raison qu'elle était toujours là. L'homme aux cheveux roux a assuré que la jeune fille avait insisté jusqu'au bout sur le fait qu'elle n'était pas Juliana. Et notre héroïne s'est rendue compte qu'elle avait mal calculé. Et si elle avait été plus gourmande, elle aurait été expulsée avant d'être dénoncée. Et Stéphane a insisté sur le fait qu'il ferait mieux de prendre bien soin d'elle. Et puis, mariez-la à quelqu'un de la famille royale. Et si elle devient soudainement impudente ou gourmande, ils peuvent la tuer à tout moment. Béhanut a déclaré que la fille s'est avérée plus intelligente qu'il ne le pensait. Et il ordonna qu'elle ne vienne plus à sa vue. Il a dit que les questions étaient terminées. La jeune fille pensait que c'était un miracle qu'elle soit restée en vie. Et l'archiduc lui ordonna de rester. Quentin prit Stéphane par l'épaule et demanda au monsieur de l'accompagner. La blonde était à genoux, face contre terre. Béhanut se tenait au-dessus d'elle. Il lui a demandé de prononcer son nom. La fille a dit qu'elle n'en avait pas. Et dans le bordel, il l'appelait Maria. Après tout, Maria était un prénom commun que l'on retrouvait dans au moins tous les foyers. L'archiduc lui demanda comment elle connaissait la berceuse. Elle a répondu qu'elle l'avait entendue une fois dans un bordel. Binot était tout simplement fou de colère. Il attrapa le blond par la gorge, grognant furieusement. L'idée que cette chanson était chantée par des putes le rendait furieux. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi la berceuse des Benoît était si importante pour lui. Ne pouvait-il vraiment pas admettre l'idée que cette chanson aurait pu être apprise dans un tel endroit? Et que signifiait pour lui cette chanson? L'archiduc a dit qu'il y avait une raison pour laquelle il la laisserait vivre. Ils ont continué à tenir la jeune fille par la gorge. Elle pensait que la raison pourrait être qu'il voulait s'occuper du fait que Stéphane l'utilisait. Notre héroïne, agenouillée, releva la tête et regarda l'archiduc. Elle lui a dit qu'elle voulait quitter cette maison. La blonde a déclaré qu'elle n'avait jamais voulu être traitée comme une aristocrate. Mais elle a insisté sur le fait qu'elle devait faire quelque chose en sortant d'ici. Elle a dit que si son Altesse l'aidait à sortir d'ici afin qu'elle puisse vivre comme une roturière, elle paierait pour cette vertu toute sa vie. Elle se disait qu'elle avait un travail pour lequel elle devait vivre. Elle était censée rencontrer Johannes. Il fut le seul à trouver Benoît.
Béanut a résumé sa demande en disant qu'elle voulait simplement vivre comme une roturière qui n'avait que son propre corps et rien d'autre. La jeune fille était allongée face contre terre. Elle a dit qu'elle voulait juste vivre, et cela lui suffira même si elle peut vivre en luttant de toutes ses forces. Le gars lui a demandé de relever la tête et de le convaincre de son envie de vivre. Elle a insisté sur le fait qu'elle devait absolument retrouver la personne. Beanut a dit qu'il le trouverait pour elle. Et en retour, elle fera quelque chose dont il n'était pas nécessaire de parler. Il lui tapota définitivement l'aine et lui sourit avec convoitise. Il a dit que si elle était vraiment d'une si basse naissance, cela ne lui coûterait rien. Il y avait de l'horreur dans les yeux du blond. Elle baissa les yeux et répondit qu'elle ne pouvait pas tomber si bas. L'archiduc fut surpris, car elle avait bien fait jusqu'à présent, et il lui a suggéré d'essayer. La fille a dit qu'il valait mieux qu'il la tue, mais elle-même pensait comment elle voulait vivre. Je voulais vivre pour ma bien-aimée, en lui donnant aussi de l'amour. La jeune fille se souvint soudain de l'étreinte de sa mère, et maintenant elle ne voulait plus mourir, même en maudissant Béanut ou Stéphane. Et tout cela parce que notre héroïne voulait que son visage, après son dernier souffle, soit encore plus paisible que durant sa vie. Elle pensait qu'elle pouvait tout faire dès qu'elle sortait du bordel. Mais au lieu de dépérir ici de jour en jour, cette vie n'était pas si importante pour elle. Et serrant sa robe, elle fit un choix. La fille lui a demandé de mieux la tuer. Mais le gars a répondu qu'elle avait demandé, ce qui était étrange. Et il supposait qu'elle était trop gênée. Elle a répondu par l'affirmative. L'archiduc a dit qu'il avait raison à son sujet. Elle connaissait donc sa place. Et il la remercia brièvement pour la conversation. Peut-être à cause d'un événement qui ressemblait à une tempête. Mais après ce jour, la jeune fille a souffert de douleurs intenses dans tout le corps pendant 3 jours. Et après avoir été malade pendant plusieurs jours, elle a fait un rêve de son enfance. C'est comme si elle était allongée sur le sol nu de cette tour. Après que la jeune fille ait vu les corps sans tête de ses parents, elle a chanté jour et nuit. Mais 3 jours plus tard, elle a commencé à ressentir des symptômes de déshydratation. Et plus la voix métallique sortait de ses cordes vocales en lambeaux, plus ses larmes coulaient avec insistance. Elle voulait mourir vite et être dans les bras de ses parents. Il y avait une croûte de pain moisie sur le sol, mais les souris la mangeaient déjà aussi. Et ainsi plusieurs jours se sont écoulés. La jeune fille gisait épuisée sur le sol. Soudain, un rayon de lumière brillant commença à sortir de la fenêtre. Elle a regardé le ruisseau qui en sortait toute la journée. À certains moments, quand elle pensait à quel point elle voulait désespérément vivre, il n'y avait que l'obscurité. Et maintenant, en pensant à la raison pour laquelle la lumière est venue ici maintenant, elle est devenue curieuse. Elle tira une chaise et, se mettant sur le dossier au risque de tomber, décida de regarder par la petite fenêtre. La lumière du soleil aveuglait ses yeux, déjà habitués à la pénombre. Elle ferma les yeux et se couvrit les yeux avec sa main. Mais ensuite, quelque chose la frappa douloureusement à la tempe. La jeune fille faillit tomber de son fragile piédestal. Ayant un peu repris ses esprits, elle décida de regarder à nouveau par la fenêtre. En bas, elle vit un garçon tenant une pierre dans ses mains. Le garçon était brun, à peu près de son âge. Ses yeux bleu foncé regardaient tristement et hostilement la jeune fille qui regardait par la fenêtre. Il balança avec force et lui lança le caillou qu'il venait de tenir à la main. La jeune fille appuya son visage contre les pierres de la fenêtre. Elle pensa que cette fois, il voulait probablement viser son visage. Elle descendit rapidement et s'assit, le dos appuyé contre le mur et se recroquevilla en boule. Des pierres volaient près de ses pieds. Les pierres sous ses pieds lui faisaient penser que c'était l'écho de la famille Tariucci. Elle a également admis qu'elle pleurait beaucoup. Et ayant perdu sa famille il y a quelques jours seulement, elle aurait dû mourir elle aussi. Elle rassembla entre ses mains toutes les pierres du sol. Elle fut soudain envahie par la mélancolie. En remontant vers la fenêtre, elle a commencé à jeter des pierres sur le garçon. Bientôt, une pluie de pierres suivit. La fille était dans un donjon imprenable et il ne pouvait en aucun cas lui faire du mal. Par conséquent, elle pouvait lui jeter des pierres en toute sécurité. Le garçon était resté debout sous la fenêtre et n'est pas parti. Bientôt, la jeune fille fut si épuisée qu'elle s'endormit. En ouvrant les yeux, elle réalisa qu'elle était toujours dans le donjon. Elle commença à se reprocher que si hier cet enfant avait souffert à cause d'elle. Elle pensait qu'elle ne voulait tout simplement pas qu'il la critique. Puis elle a suggéré qu'il serait encore près de la tour aujourd'hui. Le soleil brillait par la fenêtre. Sur la chaise et à côté se trouvaient du pain, du fromage, une boisson, des bonbons et un jouet. Un rayon de soleil passait toujours par la petite fenêtre. La jeune fille regarda avec surprise la nourriture et les boissons qui venaient de nulle part, mais qui étaient si importantes pour sa survie.
Le même garçon qui lui avait jeté des cailloux hier jouait avec une épée sous la fenêtre. La jeune fille le regarda timidement d'en haut. Il lui semblait qu'il ressemblait à un papillon noir égaré. Le garçon se tenait debout avec une épée à la main. Il était tout concentré. La jeune fille pensait qu'il était inutile d'essayer de s'épanouir, coincée sur cette terre indescriptible. Elle entendit une voix dans son sommeil. Il lui a demandé si elle s'était déjà réveillée. En ouvrant les yeux, notre héroïne aperçut Stéphane assis à moitié tourné à l'autre bout de son lit. La jeune fille a insisté sur le fait qu'elle n'était pas restée là si longtemps de son plein gré, et elle essaya de trouver la force de s'asseoir au moins sur le lit. L'homme aux cheveux roux a demandé à Juliana de l'appeler oncle. Il lui a demandé si elle pensait que le destin était de son côté. Et voyant la question figée sur son visage, il expliqua qu'il parlait de la condescendance de Béhanut à son égard. La jeune fille a admis que plusieurs fois après son départ, elle avait pensé qu'elle allait probablement mourir. Stéphane fut surpris et supposa que c'était probablement à cause de son humeur. Mais il n'a pas non plus écarté la possibilité que Béhanut lui ait imposé certaines conditions. Par exemple, surveillez-le et signalez tout. La jeune fille pensait que si l'archiduc avait fait une telle offre, elle l'aurait certainement rencontré à mi-chemin. Elle répondit que l'archiduc aimait la voir se mettre en quatre pour survivre. Stéphane a dit qu'il y avait une raison à cela. Il a félicité la jeune fille, disant qu'elle avait bien fait. Quoi qu'il en soit, Béhanut ne voulait pas jeter de la boue sur la famille. Après tout, le précédent archiduc a donné sa vie pour elle. Le gars a dit que personne de l'extérieur ne pouvait découvrir la vérité selon laquelle elle était fausse. Le poème conseillait à la jeune fille de se réjouir car elle serait mariée à un homme issu d'une magnifique famille. Il lui a assuré que le moment venu, elle pourrait faire ce qu'elle voulait. Mais la jeune fille se souvient qu'elle avait la marque d'un bordel sur le ventre, et elle ne pouvait rien faire pour l'enlever. Stéphane a déclaré que son futur mari ne serait pas capable de reconnaître cette cicatrice, et s'il le découvre soudainement, il se mettra à pleurer qu'ils ont essayé de la vendre, vivant dans une hutte, à un bordel. Il a assuré que si elle envisageait de s'enfuir, elle aurait dû s'abstenir. Après tout, un groupe de bandits vivait au pied de la montagne. Et si elle erre dans la forêt et se fait attraper par eux, ils la violeront. Et après cela, elle donnera naissance à un enfant d'un inconnu et, comme une jument, elle accouchera encore et encore. Il a dit que si elle ne voulait pas cela pour elle-même, alors elle aurait dû être obéissante. La blonde se dit qu'il était encore plus cruel que le bordel. Il a même menacé de tout faire lui-même. Stéphane a annoncé qu'à partir d'aujourd'hui, son entraînement reprendrait, et aussi que ses amis seront invités, et celui qui deviendra son mari viendra aussi. Mais dès que Stéphane a quitté la pièce, notre héroïne a immédiatement appelé Belen, et elle a raconté tout ce qui s'est passé pendant cette période. La servante a fait part d'une rumeur selon laquelle Madame Paula avait rencontré l'archevêque. Et pendant que la jeune fille était malade, à l'intérieur du manoir, il n'y avait que des rumeurs sur l'arrivée imminente du futur mari de Juliana. La jeune fille buvait du thé, récemment offert par une femme de chambre attentionnée. C'était doux et savoureux, donc sa force a augmenté et son humeur s'est un peu améliorée. Notre héroïne marchait dans le couloir et se demandait ce qu'elle devait faire. Elle a décidé lorsque les amis de Juliana sont venus lui demander de partir et d'aller au magasin d'art. C'était une raison pour continuer la recherche de Johannes. En chemin, Quentin la rencontra. Il a dit à la jeune fille que son Altesse l'appelait. Elle tenait un cerceau avec une toile dans ses mains et assurait qu'elle devrait assister à un cours de broderie qui commencerait bientôt. La servante arracha le cercle à broder des mains de Juliana, et il a précisé qu'il n'était pas nécessaire de suggérer à son Altesse de l'attendre. Le gars est parti en emportant son travail avec lui. Elle lui a demandé d'attendre. C'était un cadeau qu'elle voulait offrir à sa grand-mère. L'archiduc les attendait dans le jardin. Il tenait un livre dans ses mains. La jeune fille salua son Altesse. Il dit brièvement « Frère ». La fille se corrigea « Frère, j'ai des cours ». Le gars a été surpris que son oncle ait changé ses plans. La jeune fille était confuse, et elle ne comprenait pas comment il savait ce que Stéphane faisait. Le brun plissa les yeux devant le faux. Il a dit que selon les rumeurs, Dirk viendrait. Mais la jeune fille ne savait pas de qui il parlait et a précisé de qui il s'agissait. Bennett lui a expliqué qu'il s'agissait de l'amie d'enfance de Juliana, et elle l'épousera. La fille se souvint que Stéphane lui en avait parlé aujourd'hui, et elle se demandait ce que l'archiduc en pensait. A-t-il pensé à envoyer la fausse Julia jusqu'à ce que rien ne se passe? Elle a demandé si elle devait le faire. Mais le gars ne l'a pas laissé finir, et il lui a brièvement dit oui. Notre héroïne pensait que la famille Beirenag devait avoir soigneusement choisi le mariage le plus avantageux pour son mari, afin qu'ils soient tous pareils et semblables à l'archiduc et à Stephen.
Un papillon noir flottait à proximité. La fille a dit qu'elle aimait les papillons noirs et qu'elle a une personne dont elle se souvient. Elle a demandé à son frère s'il les aimait aussi. Il a mystérieusement dit « Qui sait ?» La fille a demandé que s'il ne les aimait pas, alors pourquoi volait-il toujours à côté de lui? Le gars a dit que les papillons et les fleurs sont magnifiques. Il y en avait déjà un à son doigt, puis il attrapa un insecte fragile. Et il a dit que la cupidité a un prix. Il avait l'air satisfait d'un prédateur. Notre héroïne était confuse et effrayée. Elle ne s'attendait pas à un tel tournant. Pendant ce temps, l'archiduc a mis le papillon capturé dans un tissu rouge. La jeune fille comprit que l'archiduc ne voulait pas se promener ni ramasser des papillons. Il voulait juste jouer à un jeu écœurant et intrusif. L'archiduc était allongé sur le canapé. Il avait dans sa main cette toile avec le papillon attrapé. Il regarda le paquet et raisonna. « Juliana Maria ?» essayant de comprendre où elle était réelle. Et malgré le fait qu'elle soit une aristocrate dans l'âme, lorsqu'elle s'est retournée, elle a fait semblant d'avoir honte. Le majordome qui entra interrompit le raisonnement du monsieur. Il informa son Altesse que la princesse Brit lui avait envoyé une lettre écrite de sa propre main. L'homme tenait dans ses mains un plateau sur lequel se trouvait un paquet de papier attaché par un ruban avec un sceau. Il a dit qu'il le laisserait sur la table d'appoint, et il a assuré qu'une réponse rapide plairait certainement à la princesse. L'archiduc a accepté que cela soit fait. Puis le majordome aperçut un chiot caché et tremblant, et il a demandé si on lui avait déjà donné un nom. Le monsieur a répondu « Maria ». La jeune fille suivait un cours de broderie. Le professeur a assuré à la dame que sa broderie était au-delà des éloges, que son papillon s'est avéré très habile. La jeune fille a continué à travailler avec l'aiguille, complétant le dessin avec un motif de petites fleurs. Elle pensait que si elle n'avait pas dit alors qu'elle aimait les papillons, elle serait probablement désormais capable de voler librement dans le ciel. La blonde se souvint alors des paroles insultantes qui lui avaient été lancées. C'était inacceptable pour une salope aussi sale d'aimer les belles choses comme une personne normale. C'est pourquoi il a probablement pensé à se débarrasser de tout ce qu'elle aimait ou pourrait aimer à l'avenir. Elle essaya de comprendre si cela signifiait qu'à l'avenir, il voudrait qu'elle arrête d'aimer quelque chose. Et si tel est le cas, il vaudrait mieux l'aimer lui-même. Elle pensait que c'était même impossible à imaginer. Après tout, il devait y avoir une raison pour laquelle il se souciait autant de sa fausse sœur. Ce que la jeune fille aimait reste dans son passé. Elle aimait sa famille sans fin, mère, père, sœur. Mais ils étaient tous là ce jour fatidique. Mais il restait encore Belin, Laurel et Tia, et la fille devait s'occuper d'eux. On frappa à la porte de la chambre. La blonde espérait que c'était Belin qui lui avait permis d'entrer. Mais c'était un homme. Le serviteur rapporta que son Altesse l'archiduc l'attendait, et il a demandé à Madame Juliana de se dépêcher. Le majordome marchait devant et la jeune fille trottait après lui. Elle priait pour qu'au moins il décide de ne pas la marier à Dirk. Déjà debout devant la porte, elle se consolait avec l'espoir qu'il s'agissait de quelque chose d'insignifiant. Le domestique frappa à la porte, et il informa son Altesse qu'il avait amené Lady Juliana. Il m'a permis d'entrer. Peanut était appuyé sur la table. Il tenait sa tempe avec sa main. On aurait dit qu'il souffrait d'un mal de tête. La jeune fille pensa que l'archiduc avait l'air fatigué, et elle ne comprenait pas pourquoi il avait besoin d'elle à un moment pareil. Le gars a demandé à Juliana de se rapprocher. Il prit le cadre sur la table et le lui tendit. Il a dit que c'était un cadeau. Sous la vitre se trouvait le même papillon. La jeune fille ramassa le cadre et commença à le regarder. Ses mains se mirent à trembler involontairement. Péanut vit la réaction de la jeune fille. Il était surpris et contrarié qu'elle n'apprécie pas ça. Elle a répondu qu'elle aimait les papillons vivants, et elle avait les larmes aux yeux. L'archiduc a dit qu'il aimait ça. Il s'est approché et lui a attrapé le visage. J'ai été surpris qu'elle pleure. Après tout, il disait qu'elle était une pute. Elle a confirmé en disant que tout était correct. Il a ordonné de le prouver. La jeune fille a demandé pourquoi elle devait prouver quelque chose. Péanut a insisté sur le fait qu'elle se contredisait. Il serra les poings de rage. La fausse Juliana a répondu qu'il y avait une pancarte de bordel sur son ventre, et elle lui a demandé s'il voulait qu'elle le lui montre maintenant et ici. Elle se demandait quelle partie d'elle-même faisait douter l'archiduc. Le gars a rappelé son opinion selon laquelle l'âme est cachée dans les yeux. Il a assuré qu'il ne voyait pas cette âme de menteuse dans ses yeux, que ses yeux étaient pleins de vide. La jeune fille a rétorqué qu'il faisait noir maintenant et qu'il ne pouvait donc pas voir correctement. L'archiduc jeta la jeune fille sur son bureau et la surplomba de tout son corps. Il y avait de la peur et du désespoir dans ses yeux. Le gars lui a dit d'oublier ses yeux. Il a dit que si elle bougeait, elle deviendrait un cadavre.
La jeune fille se souvenait de l'opinion de l'archiduc sur la préservation de la virginité avant le mariage, et elle pensait que juste à cause d'un menteur comme elle, il ne voudrait certainement pas ternir sa noble foi. Elle pensait que si elle restait là ainsi, comme si elle y était habituée, il perdrait bientôt tout intérêt pour elle. La jeune fille se tourna vers son Altesse et lui demanda d'attendre. Il lui a aboyé qu'il la tuerait si elle bougeait. Elle lui a demandé d'arrêter. Mais le gars lui a fermement saisi la main et, écartant les jambes, a commencé à lui embrasser les seins. Elle essaya de dire autre chose, mais il lui couvrit la bouche avec sa main. La fille l'a mordu avec ses dents aussi fort qu'elle le pouvait. Le gars a retiré sa main et a sauté sur le côté. Le blond profita de l'instant et s'enfuit rapidement de son bureau. Peanut est restée debout, les poings fermés, seule au bureau, et notre héroïne, adossée à la porte, inspira. Son visage était tout cramoisi. Expirant bruyamment, elle pensa qu'elle voulait juste vivre tranquillement et disparaître comme une ombre. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle était devenue prisonnière dans ce château. Le lendemain, sur le chemin des cours, notre héroïne croise l'archiduc. Mais il n'a en aucune façon réagi à son apparition, faisant comme si de rien n'était hier dans son bureau. Berlin s'est excusée auprès de sa maîtresse, mais a insisté sur le fait que c'était important. Elle a dit que Tia s'était enfuie et que les servantes étaient allées à sa recherche. Mais ces derniers temps, le chiot fait preuve de plus en plus de curiosité et explore tout. La jeune fille a demandé à la femme de chambre où devait aller le chiot. Belin hésita et dit qu'il semblait que Tia avait couru vers la chambre de son Altesse. 2 chiots joyeux jouaient dans la chambre de l'archiduc. La jeune fille lui attrapa la tête, ne sachant que faire. Elle demanda à la servante si l'archiduc lui-même était au courant de la présence de son chien. Belin a admis qu'après avoir attendu longtemps dans les escaliers, elle avait regardé par la fente pour savoir quand son Altesse sortirait. Cependant, elle a vu que Tia jouait avec un autre chiot. Et son Altesse remarqua l'animal et l'observa de près. Et elle pensa qu'il avait immédiatement deviné comment Tia l'avait atteint. Belin a suggéré qu'il y avait un malentendu. Et il pensait que la dame avait relâché le chiot exprès pour attirer son attention. Et la blonde se dit qu'il n'y avait rien d'étrange si l'archiduc le pensait. Après tout, une femme pourrait laisser tomber son mouchoir de manière démonstrative ou, comme par erreur, renverser du thé sur ses vêtements. Vous pourriez également attirer l'attention en laissant quelque chose sur sa propriété et en prétendant qu'il s'agissait d'un accident. Et pour lui, tout cela lui était familier. La jeune fille pensait qu'elle serait reconnaissante si Béanut ne la traitait pas d'une manière particulière. Et elle a demandé à la femme de chambre de garder un œil et de lui signaler ensuite lorsque la pièce était vide pour appeler Tia. La blonde descendit les marches. Elle était toujours heureuse que Tia n'ait pas eu d'ennui sur une si vaste zone. Et puis elle sentit des yeux se poser sur elle. Tournant la tête, elle aperçut l'archiduc. La jeune fille ne savait pas depuis combien de temps il la surveillait. Et était-ce un accident ou a-t-il décidé de garder un œil sur elle? Mais ensuite, elle a décidé que ce n'était pas son style de baisser volontairement la tête, juste pour voir une pute d'un bordel. Le lendemain arriva le moment où Madame Paula devait revenir. Le travail de broderie était déjà prêt. La fausse Juliana tenait un cadeau emballé pour sa grand-mère. Elle se demanda si elle l'aimerait. La servante redressait le bas de la robe de sa maîtresse. Tia était à proximité. La jeune fille a spécialement préparé une écharpe avec un phénix brodé de fil d'or. Lorsqu'elle a entendu pour la première fois l'histoire de sa grand-mère lors d'un goûter, elle a voulu lui offrir un tel cadeau. Soudain, le chiot montra les dents et se précipita vers la porte. Les filles ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec le chien. Et elle s'est précipitée agressivement vers la porte. Stéphane entra bientôt. Ses lèvres étaient comprimées. Belin a dit qu'elle irait tout préparer pour le rendez-vous avec la maîtresse. Et Juliana crut que le type était en train de la pénétrer sans même frapper. Stéphane a récupéré le chiot. Il gémit pitoyablement. Il a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Et se tournant vers la jeune fille, il dit qu'il était à Talswag depuis un certain temps. Il a dit que l'endroit était aussi grand que la paume de la main. Mais il y avait beaucoup de bruit autour de lui. Le gars était mécontent que ces terres aient la taille d'un souci. La jeune fille se disait qu'elle ne s'intéressait à rien de ce qui concernait Stéphane. Mais elle n'a jamais su quelles informations pourraient lui être utiles. L'homme aux cheveux roux continua l'histoire. Sur le chemin du retour, il avait de bonnes nouvelles pour Juliana. Il a dit que vers après-demain, ses amis Dirk et Adèle, dont il avait déjà parlé, arriveraient. Ils étaient frères et sœurs. Stéphane a déclaré que lorsque sa mère reviendrait, elle proposerait d'organiser une réception en l'honneur des débuts de Juliana dans la société laïque. Il a dit que si le mariage de la jeune fille avait lieu, il aurait un allié puissant. Le gars a dit que la fille aurait un mari simple et normal, et il peut faire ce qu'il veut. Il lui suffisait de rendre son visage doux et amical.
Il a dit qu'elle était obligée de l'aider à obtenir les pouvoirs de la famille Dark. Bien sûr, si elle ne voulait pas faire connaître son origine vulgaire. La servante frappait à la porte. Elle a demandé pardon d'avoir interrompu leur conversation. Et elle a signalé que Madame Paula entrait par l'entrée principale. Stéphane tourna la tête vers la servante. Il a dit qu'il était temps pour eux de partir. À ce moment-là, notre héroïne a compris qu'elle doit mourir, mais qu'elle ne peut pas échapper à ses griffes. Cette maison était involontairement trop vide. Et la seule consolation pour la jeune fille fut le retour de sa grand-mère. Madame Paula a demandé à Juliana si elle lui manquait. La jeune fille a répondu que sa grand-mère lui manquait tous les jours. La dame a remercié tout le monde d'être venue et de l'avoir rendue heureuse. Elle a assuré que voyager en calèche demande beaucoup plus d'énergie qu'on pourrait l'imaginer. Et elle a proposé, puisque tout le monde s'était réuni pour la première fois, de proposer de boire du thé. Bientôt les 4 furent assis à table. Paula a dit qu'elle avait un cadeau pour Juliana. Elle a dit qu'elle l'avait vu en vente chez des revendeurs et qu'elle y avait immédiatement pensé. La dame a montré une écharpe avec un motif coloré. La jeune fille regarda le cadeau. Elle pensait que les couleurs aussi vives des dessins rouges et bleus devaient coûter extrêmement cher. Paula pensait que le sujet était quelque peu spécifique. Et elle a demandé si sa petite fille aimait son cadeau. La fille a dit qu'il était très beau. Mais je pensais que c'était très cher. Et elle se demandait si elle, qui n'était pas une vraie petite fille, aurait dû accepter un tel cadeau. Stéphane a dit à Juliana d'accepter cela comme un signe de la sincérité de sa mère. Et il était sûr que le foulard lui allait bien. La jeune fille a remercié sa grand-mère et a promis de prendre soin de cette écharpe. Le gars a dit que puisqu'ils étaient réunis ici, il aimerait dire s'il était temps pour eux d'organiser une réception en l'honneur des débuts de Juliana dans la société laïque. Stéphane a dit que l'arrivée de Dark et Adèle serait la bienvenue, qu'il resterait avec eux pendant un moment. Paula a dit qu'il était un peu tard pour faire ses débuts. Après tout, cela se fait initialement vers l'âge de 15 ans. Elle a cependant ajouté qu'elle aimerait être correctement préparée. Et elle a dit que dans environ 1 mois, il planifierait les débuts de Juliana. Stéphane a assuré à sa mère qu'il se chargerait de préparer les invitations. Paula vit l'expression de Béhanu, et elle lui a demandé pourquoi il était si insatisfait et était-il vraiment contre. Il a répondu brièvement « non ». Elle supposait que lui, en tant que frère aîné, s'inquiétait des préparatifs de mariage de sa sœur. Il a répondu que tout n'allait pas. Ma grand-mère se souvenait que lorsqu'il était enfant, plus il était battu durement, plus il le niait. Béhanout était assis en silence, regardant sa tasse. Stéphane a demandé à sa mère comment allait l'archevêque. Elle a répondu qu'il attendait avec impatience des nouvelles du mariage de Béhanout. Le lendemain, Tia s'est à nouveau cachée, et la fille et Belin ont fouillé tout le manoir. Mais le chiot est apparu entre les mains de l'archiduc. La blonde s'est sincèrement excusée d'avoir répété cette erreur. Et elle était heureuse de constater que, heureusement, l'archiduc ne l'avait pas réprimandée. Et Belin a promis à la dame d'être plus attentive à l'avenir. Mais 2 jours plus tard, le chiot s'est à nouveau enfui. Et après cela, la jeune fille rencontra l'archiduc à 3 reprises. Mais à chaque fois, elle l'évitait. Elle ne savait pas comment accepter ce qui s'était passé. Et je voulais que le temps passe plus vite. Cependant, le jour où l'archiduc convoqua la jeune fille chez lui, elle dut déterminer sa relation avec lui. Béhanu a dit qu'elle se cachait bien, et il lui a demandé si elle avait une raison de le fuir. Elle a répondu qu'elle n'avait pas été récompensée, et elle a demandé de lui donner une pièce d'or en récompense. Le gars a demandé si c'était suffisant. La jeune fille répondit que s'il lui donnait une pièce d'or, elle n'aurait plus rien à désirer.